Bonjour et bienvenue dans Gamer Weekly, le podcast pour ceux qui aiment les jeux vidéo mais qui n'ont pas le temps de jouer à tout. Notre objectif, partager notre passion pour le jeu, vous faire découvrir nos coups de cœur et réagir à l'actualité avec nos a priori de joueurs. Je suis Richard, blogueur depuis 2005 et joueur du jeu Kojima depuis peu. Et je suis accompagné de Lucas, journaliste et voix d'un dragon dans un spectacle pour enfants. Salut Lucas. Ouais, merci. Salut, ça va ? Oui, ça va très bien et je me disais que j'étais plus du tout joueur de jeu Kojima depuis Metal Gear Solid 3, je pense. Voilà, peut-être que ça va être un sujet de notre émission puisque aujourd'hui on va traiter ce fameux Death Stranding. Est-ce qu'on peut y jouer lorsque on n'a pas le temps de jouer tant que ça à des jeux vidéo? Ça va être la grande question de la fin de l'émission. Ne réponds pas à cette question, on va laisser le suspense jusqu'à la fin de l'émission. Ça marche. Donc on va attaquer directement par les news. Et la première news aujourd'hui, c'est évidemment la défaite de l'équipe espagnole européenne au championnat du monde de League of Legends. Alors je ne sais pas si parmi nos lecteurs, il y a beaucoup de fans de e-sport. Oui, le évidemment, il n'est pas évident, mais vas-y, je t'en prie. Ça a quand même été un événement qui a été... D'abord, ils ont... Donc pour une fois, face à G2, donc une équipe française. Déjà, au départ, c'est un événement qui s'est déroulé à Paris. C'était la grande finale des Worlds internationaux qui se déroulait à Paris après une tournée mondiale. Donc ça, c'était déjà un vrai événement. Ça a rempli Bercy en 5 minutes. Les places au marché noir ont pu monter jusqu'à 800 € au dernier moment. D'accord. Ça a été des millions de gens qui ont regardé donc, cette finale et aussi toutes les qualifs qui ont eu lieu la veille. Mais vraiment la finale. Et c'était une finale un peu particulière parce qu'en effet, ça faisait affronter une équipe chinoise qui arrivait un petit peu, pas de nulle part, mais qui était surtout championne de Chine, mais qui est assez récente, et une équipe espagnole qui dominait un petit peu la compétition toute l'année. Et donc voilà, il y avait quand même une attente. Et puis c'était à Paris, avec des Espagnols, des Européens. Alors pourquoi j'étais persuadé qu'il y avait G2 dans cette histoire ? Parce qu'en fait, je pense que G2 eSport, tu ne savais pas que c'était une équipe espagnole en fait. Ah bah non, je pense que c'était une équipe française. Non. Et du coup, c'est Fun Plus Phoenix qui est l'équipe chinoise. Et donc, et malheureusement, les Espagnols ont été wipés en finale 3-0 sur un BO5 où ils n'ont rien pu faire. Donc j'imagine que pour les fans, ils ont vu, les autres, ça les intéresse un peu moins. Enfin, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça a été un vrai bel événement. Donc les médias traditionnels ont aussi parlé de l'événement parce qu'il s'est déroulé en France. Et ça a quand même été voilà. On voit quand même que League of Legends reste, même malgré les Fortnite, un jeu e-sport qui a encore vraiment une vraie place dans le cœur des joueurs. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que dans l'actualité, on parle un petit peu moins de LoL depuis quelques temps, mais ça reste un jeu qui a encore une belle base de fans. J'en profite pour dire qu'en matière de e-sport, il y a une émission qui va être diffusée très peu après notre enregistrement et notre diffusion. C'est une émission de e-sport à la télévision française où il y a la finale de Roland Garros e-sport. Alors ça s'appelle Tennis World Tour. C'est présenté par, comment s'appelle-t-il, Nelson Montfort et co-présenté par Norman Genius Chatrier, qui est le petit-fils de Philippe Chatrier, qui est un e-gamer. Je n'ai pas tout regardé encore, mais elle doit faire à peu près 10 minutes la finale. L'émission fait 50 minutes, c'est du génie, c'est à regarder. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour rallonger l'émission, pour qu'elle fasse ces 50 minutes, c'est à pleurer de rire. Nelson Montfort ne comprend rien à ce qui se passe. Les deux finalistes ont pris le même joueur, Gaël Monfils. Résultat, on ne sait jamais lequel est lequel. C'est à pleurer de rire, si vous avez l'occasion, c'est sur C8. Voilà, et puis on partagera le replay si c'est possible. On va essayer sur le site internet. C'est à pleurer de rire, c'est génial. Sur gamerweekly.fr. L'autre news, continuons. Alors oui, donc je parlais de la semaine dernière, enfin dans notre dernière émission, de Call of Duty, qui avait annoncé un nouveau... un 2v2. Un 2v2, ouais, un multiplayer un petit peu en mode un peu plus intime. Et du coup, une rumeur cette semaine nous apprend qu'en fait, ils préparent quand même leur Battle Royale, mais qui ne devait pas être cuit, et que c'est pour ça qu'ils n'en parlaient pas. Et du coup, quand même, quitte à y aller après tout le monde, ils ont prévu de doubler la taille des Battle Royale, et donc ça sera des affrontements à 200 joueurs, qui devraient être proposés l'année prochaine donc dans Call of avec une carte immense et par contre les modes de jeu qui sont assez proches de ce qu'on connaît aujourd'hui, soit en solo, soit en équipe de 4 ou 5, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, voilà, 200 joueurs sur la même carte. Est-ce que ça change vraiment quelque chose avec les 100 joueurs sur une carte plus petite ? Je suis pas extrêmement convaincu que ça va vraiment changer la donne. Après, peut-être qu'ils vont trouver un très bon gameplay, que tout le monde va s'amuser, il n'y a pas de problème. C'est juste que le 200, ça fait un peu, regardez, nous on est très 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 fort, on arrive à mettre 200 personnes, ça fait pas, c'est pas du gameplay, 200 personnes, c'est juste un effet d'annonce. Donc voilà, après
une sortie aussi de cette semaine. Alors, on ne sait pas trop où on met les chiffres, on ne sait pas trop si vous aimez les chiffres. Moi, j'aime bien de temps en temps parler de chiffres. Et du coup, on fait ce point quelques jours après la sortie de Pokémon épée et bouclier. Et c'était pour partager les derniers chiffres. En effet, ça y est, sans surprise, c'est la plus grosse sortie Switch de ces dernières années, puisque maintenant on peut parler d'années, qui a même battu Smash Bros et même au Japon, enfin partout. On parle là de vraiment un démarrage d'enfer. On parle de 1,4 million de joueurs qui ont acheté le jeu, et c'était 1,23 million de fou. Smash fou, ouais. au Japon juste. Et globalement, on parle de 6 millions d'exemplaires sur les premières semaines de vente. Alors sachant qu'un Smash Bros aujourd'hui, au moment où on se parle, il est à 15 millions. Et Smash Bros qui n'a pas eu le bad buzz qu'a Pokémon. C'est-à-dire que Pokémon sort avec un bad buzz. Oui. Donc oui, tout à fait. Ouais. Mais j'ai trop vite en besogne peut-être, excuse-moi. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui a quand même une communauté de fans. Mais on en reparlera dans le Hype. Ok, ça marche. Je n'arrive pas à lire parce que c'est écrit trop petit et c'est trop loin. Donc je t'en prie, est-ce que tu veux juste me lancer ? Donc tu veux dire qu'il va falloir que je fasse du montage ? Peut-être. Non, c'est Commando, c'est ça ? Ouais, il y a un remake de Commando 2 HD Remastered qui a été annoncé. Alors Commando 2 HD Remastered, alors déjà on va juste passer sur le terme. Remastered admettons, mais HD certainement jamais. C'est une petite reskin, j'ai l'impression, avec des meilleurs menus, une meilleure ergonomie de Commando 2. Commando 2 qui est un jeu majeur, donc on est quand même intéressé. Ça fait un peu, on surfe sur la belle hype provoquée par Mimic Games, qui ont fait donc Shadow Tactics Blades of the Shogun, qui est sorti il y a un petit moment maintenant, mais qui était un vrai coup de génie. Ils avaient modernisé le concept de Commando. Donc tout simplement, c'est un peu un retour à l'envoyeur. Vous avez copié Commando pour faire un super jeu, et bien nous on reprend votre hype pour sortir un remake de Commando 2. On va attendre ça, on va regarder ça. C'est un super jeu. Donc pourquoi pas. Après, il ne faut pas non plus se moquer du monde. On a très bien compris que c'était pour surfer sur la hype de Shadow Tactics et évidemment de Desperado 3 qui a été annoncé. Donc voilà, on va surveiller ça. Ça arrive en début d'année prochaine. Exactement. Et l'autre petite news dont je voulais parler personnellement, c'était le Remote Play Together. Ça me plaît bien comme idée. C'est donc Steam qui a mis en place une technologie qui permet de jouer à des jeux qu'on appelle de canapé, où on joue ensemble ou les uns contre les autres, mais sur le même canapé avec des manettes, et bien qu'on puisse jouer à ces jeux-là, y compris à distance, donc avec des copains Steam, tout simplement. Ça va être Samurai Gun, dont je parlais tout à l'heure. Ils ont pas mal fait la pub sur Cuphead, que toi t'adores. Même si c'est peut-être pas le jeu idéal pour jouer en multi, il est tellement dur que c'est bien de pas être à deux lorsqu'on est en train de se batailler. C'est vrai, c'est le vrai sujet. C'est vrai que c'est marrant de se dire qu'on peut faire du coach gaming depuis chacun chez soi, mais c'est vrai que souvent c'est des jeux qui sont quand même assez exigeants en termes de rapidité. Enfin, bon, on va en reparler, je pense, parce qu'on parle ici beaucoup de cloud gaming, mais il faut en effet qu'il y ait un niveau de réactivité dans les commandes et qu'il n'y ait pas trop de lag. Donc c'est vrai que... Mais bon, si les autres peuvent le faire dans d'autres circonstances, ça peut être intéressant de... Ouais, puis en général, quand même des jeux qui ne demandent pas non plus des masses de ressources. Ça va être plutôt du jeu 2D, souvent en tout cas. Donc avant tout du fun. C'est effectivement la question du temps de latence qui se pose, mais ça peut être vraiment, vraiment sympa de pouvoir aussi jouer à ces jeux conviviaux à distance, parce qu'on n'a pas toujours les moyens et la possibilité de jouer ensemble. Et je pense que ça va être du pain béni pour les youtubeurs au passage. Ouais, d'ailleurs, c'est à ça aussi que je pensais. Je pense que ce qui est presque dommage, c'est qu'ils n'intègrent pas les webcams, pour que tu puisses voir la tronche de tes potes aussi quand tu leur décoches une bonne épée dans Towerfall ou quelque chose comme ça. Je pense que ça, c'est peut-être un des éléments qui manquent encore dans cette feature. Ouais, peut-être, effectivement. News suivante, c'est Valve. Oui, Valve, alors on en parle parce que la date est annoncée, mais on ne pourra pas vous parler du contenu, ce sera dans le prochain Gamer Weekly. Peut-être. Mais ils ont dévoilé, ils ont dit qu'ils annonceraient ce soir, donc le jour où on enregistre, le Half-Life Alyx, qui est la suite donc, de l'épisode 3, a priori, de Half-Life 2. 2, oui, parce que donc je viens pas d'un 3. Ouais. Et du coup, c'est la suite En fait, c'est dans les épisodes de Half-Life, donc, où on joue Alyx, qui est le personnage qui vient aider Gordon au tout début du 2 et qui va être qui est un personnage récurrent en fait, après les épisodes. Et donc, en effet, ça va sortir en mars 2020. Donc ça, la date, on l'a déjà. C'est très bientôt pour un jeu qui vient juste d'être annoncé.
Exactement. On sait par contre que ça va être de la VR. Voilà, donc, de la réalité virtuelle, du casque. Exactement, donc compatible avec Steam VR. Donc a priori, plutôt Oculus Rift et HTC Vive. On ne sait pas encore pour le Quest, parce que même le Quest peut devenir un écran. Enfin bref, ça, on en reparlera un peu plus précisément quand ça arrivera. Mais voilà, en tout cas, c'est amusant de voir aujourd'hui ces jeux qu'on n'attend plus ou qu'on n'attendait plus qui débarquent ou qui sont planifiés. Et est-ce que c'est vraiment le Half-Life 3 qu'on attendait? Ça, vous le saurez certainement au moment où vous écouterez ce podcast. En tout cas, vous pouvez aller voir Half-Life Alyx, ALYX, pour savoir exactement ce qui est annoncé, parce qu'un jeu VR, est-ce que c'est un vrai Half-Life ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau? C'est ce qu'on devrait découvrir ce soir. C'est ça. Et en parlant donc de jeux attendus de longue date, voilà, un petit rapidement, puisqu'on le testera pas. Un petit clin d'œil il y a la sortie de Shenmue 3, donc ces jours-ci, très bien accueilli par la critique. Ouais, en tout cas, ce qu'on voit et ce qui est récurrent dans les tests que moi j'ai pu lire, c'est que c'est un bon Shenmue. Et c'est déjà très bien, on n'attendait peut-être pas beaucoup plus, et donc il va plaire aux fans de Shenmue, avec tout ce qu'il faut de nostalgie, et il y a peu de chances que ça vienne drainer un public plus large, on va dire. Voilà, et moi j'ai lu à peu près partout, même que ce soit sur les tests américains, le même commentaire, avec quand même un petit bémol où beaucoup de gens finissent en disant vivement Shenmue 4. Ah oui, mais alors là, faut pas rêver. Donc je sais pas s'il faut rêver ou pas, on verra si le succès dépasse les attentes, mais bon, à suivre avec d'un coin de l'œil. Mais c'est vrai que nous, malgré que je fus un très heureux possesseur de la Dreamcast. T'as pas joué à Shenmue? J'avais déjà décroché de la Dreamcast à l'arrivée de Shenmue 3. Donc, enfin, de Shenmue 2. Shenmue, ouais, Shenmue et Shenmue 2, effectivement. Exactement. Ouais, et j'ai fait une tête dubitative, je précise aux auditeurs qui ne pouvaient pas voir ma tête, que lorsque tu as dit qu'il y a un Shenmue 4, j'étais très dubitatif sur le succès éventuel de Shenmue 3. Je pense qu'il va rester dans son cadre. Mais s'ils veulent faire un 4 qui soit dans le même style, avec la même communauté, au moins ils sauront quels sont les moyens à mettre en face des chiffres de vente potentiels, ce qui est plutôt bien, un peu de stabilité. Ce qui nous fait ouvrir une nouvelle rubrique, on va mettre toutes tes prédictions dans une petite boîte et on va les garder de côté. Et faut tellement faire ça. Mais tu vas voir que tout est juste. C'est incroyable de justesse. Après, autre jeu qu'on ne testera pas parce qu'il n'avait pas passé le cran du hype pas hype dans notre dernier épisode. Et pourtant, contre toute attente, ou pas. Non, c'est pas contre toute attente, mais c'est intéressant. Alors bref, on parle de Jedi Fallen Order, donc le Star Wars Jedi Fallen Order. Enfin, un bon jeu Star Wars, c'est ce qu'on a lu écrit partout. Et c'est une sorte de Uncharted sauce Star Wars. Donc oui, ok, super. Et ce qui était assez intéressant, j'ai notamment lu ça dans le test de Canard PC qui fait office de moi pour Bible, c'est que on a un bon AAA Star Wars. Ils ont essayé de faire un produit Star Wars qui va plaire au grand public, comme ça se fait dans le cinéma, les films Marvel, tous ces trucs-là, et ils ont réussi. Et c'est peut-être la première fois qu'ils réussissent ce défi-là. Donc c'est pas si évident, en réalité. On se rend compte, grâce à Star Wars Jedi Fallen Order, que ce n'est pas si évident que ça de faire un bon petit jeu ou un bon gros jeu tout public qui va pas casser trois pattes à un canard, qui va pas révolutionner le genre, mais qui va juste réussir à faire ce qu'il essayait de faire. Et pour ça, bravo. C'est pas mon style de jeu, donc moi je vais pas y aller, c'est pas grave, je peux m'en passer, je serai pas triste. Mais pour ceux qui ont aimé Uncharted, qui aiment Star Wars, eh ben il y a un jeu qui va au moins les satisfaire, si j'ai bien suivi. Oui, moi j'ai à peu près la même analyse que toi. Je pense qu'ils ont réussi à cocher les cases. En fait, c'est aussi la maturité de l'écosystème du jeu vidéo. C'est aujourd'hui d'avoir aussi la capacité de produire des jeux aussi différents et variés que ceux qu'on va traiter plus tard et que ce Fallen Order, et de satisfaire aussi des types de publics qui sont à la recherche d'une aventure, de quelque chose de très épique, et un peu comme ils vont aller voir en effet un Star Wars au cinéma ou un Avenger. Donc c'est intéressant de voir que dans notre économie ça existe, et c'est aussi intéressant de voir que le niveau minimum de qualité est quand même assez haut. C'est-à-dire que pour réussir à cocher ces cases, il faut quand même faire un truc très 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 correct, et que voilà, pour arriver à passer cette limite. Donc voilà, donc nous on n'y jouera pas. Mais n'hésitez pas à envoyer vos critiques sur le Twitter, on les relaiera avec plaisir. Non, et puis c'est ce qu'on avait dit dans le hype pas hype de la dernière fois, c'est que c'est un produit, clairement, mais que c'est a priori, on savait pas si ce serait un bon ou un mauvais produit, mais a priori c'est plutôt un bon produit. Ça reste un produit. Voilà, exactement. C'est ce qu'on cherche. Et justement,
Hype ou pas hype? C'est la prochaine chronique que nous commençons maintenant. Et la première des choses, c'est la dernière chose qu'on a rajoutée dans notre conducteur, c'est le Capcom Home Arcade. C'est assez marrant. Est-ce que tu veux nous expliquer le concept? Oui, alors vous avez tous subi ou reçu en cadeau, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous êtes identifiés comme le geek de la famille ou un des geeks de la famille, donc vous avez certainement ou acheté ou reçu en cadeau les mini-consoles et les mini-rééditions que l'on peut voir apparaître depuis maintenant 2 ans, alors que ce soit les mini NES, que ce soit les mini PlayStation, que ce soit Mega Drive aussi. Mini Mega Drive, enfin voilà, toutes les consoles y passent. Mini Atari 2600. Exactement, on attend tous donc la mini Dreamcast pour pouvoir faire enfin Shenmue 1 et 2 dans les conditions du réel. Et ça, et Chouchou Rocket. Et Chouchou Rocket, pas sur sa réédition iOS, mais vraiment dans sa version d'origine. Donc voilà, et du coup, Capcom a souhaité se jeter un petit peu dans cette bataille-là du rétro gaming assisté. Et ils ont sorti le Capcom Home Arcade. Alors, si certains l'ont déjà vu, pour ceux qui l'ont pas vu. Ça sera plus simple pour eux pour comprendre, effectivement. Mais c'est vrai il faut voir le logo de Capcom vu de haut, donc écrit Capcom en bleu sur fond blanc. Et sur ce Capcom, ils ont été rajoutés 2 sticks arcade, donc on peut jouer à 2 players, avec les 6 boutons. En plus, c'est du bon matos. Les boutons ronds là, sur lesquels on tapait dans notre jeunesse d'arcade. Ouais. Et du coup, donc c'est vraiment une vraie petite bande d'arcade à 2 joueurs avec du bon matériel à l'intérieur. C'est pas vraiment, il a été testé par plein de gens et c'est du bon matos à l'intérieur. Et derrière cette bande d'arcade, en fait, vous avez votre prise HDMI, votre prise pour aller au courant et un bouton on/off. Et vous allez accéder immédiatement à une dizaine de jeux de la collection Capcom avec du Street Fighter, du Ghost and Ghost, avec une collection de jeux qui n'est pas très très grande, mais d'après les avis de tout le monde, ça tourne hyper bien, c'est hyper fluide. Et donc, on peut faire en solo ou à 2 très facilement sur sa télé HD écran plat de 2020. Quoi. Ouais, les bons vieux jeux qu'on jouait en arcade, effectivement, dans les années 90 notamment. Il y a Street Fighter 2 Prime, Turbo Max Edition, Ghouls and Ghosts, comme tu disais. Enfin, des trucs vraiment des grands classiques, mais qui font plaisir. Alors, est-ce que tu es hypé par cette idée, par ce Capcom Arcade? Totalement. Ah oui, à ce point-là, d'accord, ok. Ah oui, enfin, alors après, je me rends compte en parlant que je n'ai pas cité, c'est le prix, c'est environ 200 €, un peu plus de 200 €. Ce qui fait que si vous achetez un stick arcade aujourd'hui de qualité, c'est à peu près, on est entre 120 et 150 €. Donc là, il y en a 2 dans un. Et j'aime beaucoup le produit, j'aime beaucoup l'idée de finalement de créer ce truc d'arcade juste en branchant. J'ai pas regretté, mais finalement j'ai pas beaucoup joué à ma NES mini ou choses comme ça parce que tout était un peu petit, tout était un peu plastique. Là il y a quand même un truc de solidité. Si jamais demain ils mettent en store et qu'on peut acheter d'autres jeux et tout ça, ça devient vraiment une machine qui peut vraiment avoir de la gueule. Enfin là en l'état, moi j'avoue oui, je suis hypé. Personnellement, si j'avais un bar, je serais hypé. Pour chez moi, non, ça va, merci. C'est un peu trop pour pas assez, un peu trop cher pour pas assez au niveau du résultat, surtout en termes de jeux, comme tu dis, s'ils mettent un petit store qui permet d'acheter d'autres jeux, pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, ça suffira pas à me faire lâcher les 200 brousoufs. Mais j'aime bien le concept, et franchement, si demain, j'ai un bar ou un truc qui accueille du public, c'est génial, c'est trop bien. Tu mets juste un écran et un stick arcade et les gens ils peuvent passer dessus, c'est super quoi. Donc voilà, donc pas hypé quoi. Si, enfin, bienveillance, la plus totale. L'autre hype, pas hype, c'est Planet Zoo. Planet Zoo, c'est un jeu de gestion de zoo. Ouais, c'est ça, développé par Frontier Development, qui est un studio qui s'est spécialisé dans les jeux de gestion, qui a repris un peu Planet Coaster il y a quelques années. Exactement. Et qui est donc un jeu de gestion. Alors tu l'as mis là en disant regarde ça, le jeu de gestion, toi t'aimes bien les jeux de gestion? Oui, ça va, j'aime bien les jeux de gestion. Sauf que quand tu vas voir les tests, quand tu vas voir un petit peu ce qui se dit sur ce jeu, ce qui semble en sortir, c'est que c'est pas vraiment un jeu de gestion, c'est plus un peu comme Planet Coaster d'ailleurs, c'est un jeu de satisfaction. Tu vas essayer de créer ton parc, j'allais dire parc d'attractions, mais là c'était pour Planet Coaster, mais là c'est ton zoo idéal avec tout parfait, avec les bons animaux, les machins. Enfin, c'est vraiment le plaisir de construire, de créer un lieu accueillant du public pour du divertissement. Donc après, tu choisis le thème que tu veux à l'intérieur de cette définition-là. Mais a priori, le côté gestion de ce que j'en ai lu est pas franchement poussé, c'est facile. C'était aussi un reproche qui était fait d'ailleurs à Jurassic World, le jeu pareil, le jeu de parc d'attractions Jurassic World. Ils me demandent même si c'est pas des mêmes développeurs. Si. Il me fait oui de la tête, le monsieur en face de moi. Donc c'est ça. Donc c'est pas pour moi malheureusement, donc je suis pas hypé parce que j'ai quand même besoin d'un peu de challenge, sachant que justement le challenge dans un jeu de gestion c'est ce qui est le plus difficile
à équilibrer, savoir à quel moment ce sera pas trop difficile au début. Au milieu, à la fin, c'est un équilibre sur la longueur, c'est pas facile. À ce titre, l'espèce de reprise de Theme Hospital qui avait été faite récemment, qui s'appelait Two Point Hospital, était un peu décevant aussi sur la longueur, pareil. Ça manquait de justesse dans l'équilibrage de la difficulté, et c'est pour ça que je ne suis pas hypé par Planet Zoo. D'accord, très clair. Moi, j'avoue, j'ai regardé, j'ai entendu pas mal d'avis. Je trouvais intéressant aussi tout l'histoire autour des animaux, le bien-être des animaux, le fait qu'il y ait une intelligence artificielle pour les animaux, que dans un groupe de singes, ils n'ont pas tous le même comportement. Mais du coup, ça vient enrichir ce que tu disais sur le côté observation, peut-être un petit peu contemplation de sa création. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant. Mais en effet, moi, je suis pas du tout hypé par ce Planet Zoo parce que je me vois pas y passer du temps pour créer cet écosystème. Donc pas hypé. Pas hypé, mais c'est vraiment très personnel. C'est pas à cause du jeu, c'est à cause de nous. Oui, c'est ça. C'est pas toi, c'est moi. Et enfin, dernier hype pas hype, on l'a évoqué un petit peu en intro, c'est le Pokémon épée bouclier. Parce qu'en fait, il est sorti, on n'a pas eu le temps d'y mettre les doigts dessus. On a vu tout ce qui s'est passé. Alors en effet, comme tu l'évoquais en introduction, il arrive dans un contexte un peu particulier. Alors, donc il est sorti, il y a 2 jeux épée et bouclier comme d'habitude sur les Pokémon. Il sort 1 an après le Pokémon Let's Go, qui était la version un peu remaster des vieux, mais en même temps très accessible pour essayer de ramener des gens de Pokémon Go sur le Switch. Enfin, quelque chose d'un peu hybride et donc du coup qui a eu un succès relatif, puisque je parlais des chiffres tout à l'heure. Déjà, Pokémon épée et bouclier a déjà fait plus de ventes que Let's Go, là, aujourd'hui, en une semaine. D'accord. Mais donc, c'était effectivement une sorte de, pas de sous-Pokémon, mais c'était un espèce de... Ça ressemblait vraiment à une démo, en fait. Pour moi, lorsqu'il est sorti, j'ai vraiment cru que c'était une démo de ce Pokémon Sword Shield, parce que il n'était pas annoncé, mais pour moi, c'était ça, vraiment la démarche de Evoli et je sais plus quel... Pikachu. Et Pikachu, je le connais pas. Donc voilà, donc il y avait ce premier là et en plus juste avant la sortie, des gens ont réussi à creuser dans les fichiers du jeu et le bad buzz dont on parlait. Et donc voilà, donc le bad buzz dont tu parlais, où ils se sont rendus compte qu'en fait la plupart des modèles 3D étaient des héritages des anciens Pokémon, alors que Game Freak avait promis que les nouveaux seraient des nouvelles textures, et ce qui expliquait qu'ils ne pouvaient pas mettre l'ensemble des Pokémon qu'ils avaient créés depuis le début. Enfin, il y avait tout un truc autour des fans pour leur dire non, mais vous inquiétez pas, on a pris un soin particulier sur cet élément-là. Et du coup, le fan, il est le fan. Et il n'est pas content quand on lui ment. Exactement. Donc il y a eu vraiment la semaine d'avant la sortie, il y a eu vraiment une excitation sur les réseaux sociaux sur cette sorte de mensonge. Donc voilà, le jeu est sorti depuis. Non, parce qu'il a raison, le fan. Il y a un moment, il veut bien repayer 60 balles pour le même jeu tous les 3 ans, mais par contre, il faut qu'il y ait des trucs qui changent. Lorsqu'on lui dit que ça change, il faut que ça change. Donc voilà, il a dit je veux des nouveaux dessins. Ils n'ont pas fait des nouveaux dessins. Il n'est pas content. Voilà. Il va payer quand même pour reprendre le même jeu auquel il a déjà joué 10 fois. En tout cas, oui, au-delà des annulations qu'on a pu voir, des gens qui publiaient les screenshots des annulations de leurs commandes, les résultats que j'évoque depuis le début de l'émission montrent bien que les mécontents sont quand même beaucoup moins nombreux que les enthousiastes. Oui, ou alors c'est les mêmes, ils annulent, puis ils font le screenshot et puis ensuite ils le recommandent parce que quand même ils veulent jouer à leur Pokémon triannuel. Exactement, non c'est tout, c'est tous les ans. C'est tous les ans Pokémon maintenant ? Tous les ans, ouais. Nom de Zeus. Et donc voilà, et donc on a lu les tests, on a regardé un peu ce qui se passait. Globalement quand même, tout le monde a salué ce Pokémon en disant que c'était un classique, donc il n'y avait pas d'innovation, de révolution ou de nouveauté dans ce Pokémon, mais que quand même on y retrouvait pas mal d'ingrédients qui font le plaisir de ce jeu-là, la balade, les combats, le petit RPG, la gestion de ces petites bêtes, et puis des petits espaces de modernisation, comme le fait que, comme dans Let's Go, l'XP elle est valable pour tous les Pokémon dès le départ, ce qui fait que tout le monde level up. Et du coup, on se retrouve pas avec des Pokémon qu'on ne sort jamais, mais qui ont des niveaux trop bas qu'on n'utilisera jamais. Ouais, où il faut avoir l'objet qui lui permet de prendre de l'XP même s'il ne combat pas, enfin, genre le truc qui sert à rien. Ouais. Exactement. Donc là, au moins, c'est intégré de base. Il y a un petit monde un peu ouvert où on peut aller chasser le Pokémon, mais apparemment, c'est plutôt du late game que vraiment au début, puisqu'on y trouve des Pokémon un peu plus puissants. Enfin, mais du coup, qui permet un peu de commencer à ouvrir. Parce que c'est vrai que les Pokémon, c'est quand même beaucoup des allées et des routes, et donc on n'est pas dans l'open world. Donc on va dire qu'il y a eu quand même pas mal de bonnes critiques sur ce côté-là. Et après les mauvaises critiques, c'est-à-dire beaucoup espéraient qu'un épisode sur Switch, ça allait être un renouveau de la licence, un peu comme on a eu pour Zelda. Et par contre, pas du tout. C'est du très 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 classique. Donc voilà un petit peu pour les critiques. Je vois ta tête, mais comme les gens ne les voient pas.
Non, mais voilà, la question, c'est hype, pas hype, évidemment, pas hype. Il y a un moment où j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, moi, les Pokémon de l'époque Game Boy, hein, c'était il y a longtemps. Et de temps en temps, j'aimais bien me refaire un petit Pokémon, mais à chaque fois, et malgré le temps que je laisse entre deux Pokémon, eh bien, j'ai de moins en moins envie de refaire encore et encore le même jeu. Tu as pris exactement le bon exemple, c'est Zelda. Zelda, c'est toujours le même scénario à une vache près. Mario, c'est toujours le même scénario également, mais le gameplay évolue. Pokémon, le gameplay n'évolue pas assez. Voilà, je sais que ça bouge, je sais que ça change, je sais qu'il y a des améliorations, mais il y a tellement un éventail des possibilités fous. Ils ont créé un univers qui passionne les gens, ça laisse des possibilités énormes. Imagine effectivement un Zelda, le Breath of the Wild évidemment, avec des Pokémon, avec Sacha qui se balade dans les grands espaces et qui essaie de capturer des Pokémon, qui en rencontre qui sont beaucoup trop puissants, qui pourra jamais, ou alors seulement en late game, réussir à ne serait-ce que combattre, et je ne parle même pas de capturer. Tu pourrais essayer de faire un jeu un peu novateur et intéressant avec cet univers qui est hyper riche et qui a passionné tant de gamins qui sont devenus adultes et qui sont prêts à passer à autre chose. Alors certes, avec Sword Shield, ils continuent de hyper les petits-enfants. J'imagine que tu as au moins un de tes fils qui doit être complètement hypé par Pokémon Sword Shield, mais les autres aussi, ils aimeraient peut-être avoir le Pokémon qu'il mérite après 20 ans ou 30 ans à jouer à Pokémon. Donc, et toi, t'es hypé ? Eh bien écoute, moi la différence de beaucoup, j'ai pas beaucoup joué à Pokémon. Et du coup, oui, je suis hypé pour la seule bonne raison que c'est peut-être le bon épisode pour démarrer vraiment. J'ai fait quelques parties sur d'autres supports, j'ai joué à Let's Go avec mes garçons, mais celui-là, je me dis, c'est peut-être la bonne occasion pour découvrir la vieille formule, mais dans les pots de maintenant. Donc en effet, oui, je suis hypé, au sens où je pense que je vais le faire pour découvrir, pour savoir de quoi ça parle, en attendant le prochain épisode, le Pokémon Breath of the Wild, et où on pourra vraiment avoir de la liberté, de la découverte. Non, mais l'univers, il est génial, donc c'est vrai qu'il y a un potentiel dingo. Donc voilà, donc moi je pense que c'est un des futurs jeux que je vais faire dans pas longtemps. Oui, tu vas de toute façon devoir l'offrir à Noël si j'ai bien compris. Il y a en effet, j'ai un vrai sujet de cas de conscience et je voulais y jouer là, mais comme j'ai un de mes fils qui le voulait peut-être pour Noël, donc est-ce que je peux pas commencer à jouer alors que lui il l'aura pas, enfin... Ah, tu pourrais l'acheter et jouer en cachette comme tu faisais quand on était petit. Je pourrais faire ça. Ouais, mais c'est pas très... non, mais c'était déjà pas bien à l'époque. C'est pas FIFA Play. Non mais on en parlera dans le prochain épisode, mais je suis en train de voir si je vais pas le pousser vers la fille du professeur Layton là, qui est sortie. C'est un jeu d'enquête. Prochain épisode. Ok, ça marche. On passe au dossier ? On passe au dossier. Donc aujourd'hui, 3 dossiers. Ouais. On va parler des Game Awards qui viennent d'annoncer leur listing. On va parler du Microsoft XO19. Et on va parler de Google Stadia. Obligé. Ouais. Alors je commence par peut-être les Game Awards, ça va être la partie un peu plus courte de ces dossiers, mais c'est intéressant parce que je vais pas faire long sur XO19. Donc c'est un événement maintenant annuel qui se déroule le 12 décembre tous les ans, qui a pris vraiment en puissance ces 2-3 dernières années. C'est vraiment devenu les Césars, les Oscars, les Cannes, les Lions de Cannes. Enfin je sais pas quel est le repère de les Lions de Cannes. Ouais, ok, vas-y, continue. Non, les Cannes, c'est dans la pub les Lions de Cannes. Et je souhaite qu'il y ait des gens qui comprennent ce que tu viens de dire. Donc, dans la publicité, on se donne des prix et ces prix s'appellent des à Cannes et ces prix s'appellent des lions. Voilà, bref. Donc, du coup, il y a des remises de prix tous les ans et il y a des sélections qui sont faites par des journalistes. Enfin, on est vraiment dans un système d'académie comme ils font pour les Césars, tout ça, quoi. Exactement, vraiment. Et du coup, ce qui est intéressant cette année, par rapport aux autres années, je pense, c'est qu'il y a eu tellement de jeux dingos qui sont sortis tout au long de l'année que je trouve que cette année, ça revêt encore plus. Alors, quand tu lis la liste des jeux qui sont sélectionnés, tu fais ah oui, il y a celui-là aussi. Oui, c'est assez impressionnant. Après, on n'est pas d'accord. Et forcément, comme il y a plein de jeux clivants et des choses qui intéressent ou qui n'intéressent pas, ou qui sont sortis juste à la limite de la sélection. Enfin, on a parlé de Jedi, par exemple, il n'y est pas parce qu'il n'était pas sorti. Enfin, il y a toujours un truc un peu comme ça de timing. Ouais. Et forcément, comme il y a des jeux clivants, il y aura du débat, forcément, qu'on gagne ou qu'on gagne pas. Déjà, dans les nominations, il y a des débats. Mais c'est ça qui est rigolo. Mais c'est vrai que si on regarde, par exemple, ceux qui sont nommés pour le meilleur jeu de l'année, vous avez Control qui est sorti en septembre. Aucun souvenir. Ah, je te jure, je sais pas du tout ce que c'est. C'est un jeu qui est sorti sur Play, PC, Xbox, qui est de Remedy.
et qui remet Remedy Alan Wake, Ouais. et qui est un jeu d'action TPS qui se déroule dans un immeuble paranormal. C'est un peu un genre de X-Files. Et qui a été plutôt salué par la critique pour son ambiance, pour sa créativité. En fait, c'est vrai qu'il est sorti dans un timing un peu naze. C'était fin août, début septembre, vraiment à un moment donné où je pense que tout le monde était plutôt concentré dans sa reprise de l'activité professionnelle. Donc on trouve aussi Death Stranding, on trouve Super Smash Bros Ultimate, Resident Evil 2, le remake de février qui a aussi été salué, Sekiro et étonnamment The Outer Worlds dont on a parlé, l'indé de la liste qui vient se retrouver dans notre sélection. Je pense que ce qui est intéressant aussi, si on rajoute aussi dans les choses qui sont un peu chouettes sur la direction artistique, on retrouve donc le Control et Death Stranding, mais on rajoute donc et Sekiro, se rajoute Zelda, Link's Awakening et son graphisme audacieux et original. Et puis gris. Et Gris, magnifique Gris de Nomada Studio, les Espagnols, qu'on n'a peut-être pas déjà conseillé dans Gamer Weekly, mais vous pouvez l'acheter les yeux fermés pour n'importe qui, votre mère, votre femme, votre fils, vous pouvez l'acheter. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'une diversité dans le design, dans la qualité des studios qui sont représentés, et je pense que moi la plus dinguerie, la grosse dinguerie, c'est la catégorie Fresh Indie Developer. Donc les nouveaux entrants dans le monde indé. Ouais, c'est fou. Et là, donc on a Nomada Studio, donc de Gris. On a donc Gris, c'est comme la couleur. Hein. Si vous cherchez le jeu, c'est comme la couleur. Gris. Vous avez Mobius Digital avec Outer Wilds. Donc tu nous avais parlé. Dont j'avais parlé. Il y a Megacrit pour Slay the Spire, dont j'ai parlé je crois dans tous les programmes. Il y a House pour Untitled Goose Game, dont j'ai fait un test aussi il y a pas très longtemps. Et après, il y a Zazoom pour Disco Elysium, dont on va parler aujourd'hui. Enfin, des titres complètement dingues. Donc voilà, on verra le 12 décembre. Et t'as oublié My Friend Pedro, mais... Oui, My Friend Pedro, mais... Voilà. Il n'est pas favori, quoi. Non, pas dans mon cœur en tout cas. Donc voilà, donc en tout cas intéressant. Je suivrai vraiment avec attention un peu voir ce que les prix de cette soirée. Enfin voilà, je trouve que c'était intéressant pour tous ceux qui sont un peu fans de ces systèmes de récompenses, de Game of the Year, choses comme ça. Ça va être à mon avis assez marrant de voir ce que les professionnels et le public va décerner comme récompense dans cette soirée. Assez chouette. Et puis souvent c'est quand même des choix à l'américaine bien huilés. Donc normalement, on s'enquiquine pas trop, ça va assez vite et tout. Ouais, et puis vraiment, là, c'est des listes où quasiment tous les jeux sont intéressants. Et ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'intéressant. Il y a une vraie émulation en fait dans le jeu vidéo où des jeux moyens, ils sont moins bien accueillis qu'ils ont pu l'être à une époque parce que la concurrence, y compris venant de petits gars indépendants dans leur garage, elle devient très très solide. Outer Worlds, je sais pas combien il a vendu de copies, mais c'est un vrai succès. Disco Elysium aussi, qui nous vient d'Europe de l'Est, c'est un sacré succès. Mérité, parce que c'est des sacrés bons jeux. Les bons jeux ne sont plus confidentiels, même s'ils sont faits par des petits aujourd'hui. Et c'est une vraie tendance, je pense. Une prime à la qualité. Les joueurs deviennent plus exigeants et dépensent de l'argent, même pour des expériences qui sont plus AAA. Donc c'est super que ça continue. Ouais, tant mieux. Dossier suivant, donc, le Microsoft XO19. XO19, exactement. Donc la petite conférence perso de Microsoft qui s'est dit voilà, je loue un lieu à Londres, j'invite la presse spécialisée, je mets des caméras et puis je vous montre un peu ce que j'ai dans le ventre. Ouais, mais ils nous ont montré c'est beaucoup de grosses annonces de jeux. D'ailleurs, je vais me concentrer principalement sur les annonces de jeux. D'abord, je commence par 3 nouvelles licences parce qu'elles ont quelque chose d'intéressant. Alors, notons que c'est des licences c'est pas des AAA, c'est pas un nouvel Overwatch. C'est vraiment Grounded, qui est une sorte d'univers façon, c'est ce que je lisais, j'aime bien la comparaison, chérie j'ai rétréci les gosses, il y a vraiment de ça, en coop. Moi ça m'a un peu évoqué une sorte de Left 4 Dead, mais dans le jardin quoi. Il y a Everwild qui a l'air très beau, qui a l'air très onirique, et il y a Tell Me Why qui est par les créateurs des Français, de Life is Strange, de chez Dontnod. Pour l'instant on a quasiment rien en vrai sur ces jeux, mais ce que l'on peut voir c'est la tendance. C'est des jeux plutôt lumineux, narratifs, assez oniriques. C'est intéressant, il y a des jolies couleurs. Voilà, c'était ça la tendance des nouvelles, comme on dit, des IP, c'est des IP, c'est ça que vous dites dans la Startup Nation. Tout à fait. Et voilà, et donc j'ai trouvé que c'était intéressant que Microsoft essaye de mettre un petit peu le point là-dessus. Des univers, quoi.
Ouais, exactement, des univers, et puis s'adresser aussi à un public autre que celui du Call of ou du. J'imagine que c'est plutôt voilà, Call of ou Modern Warfare, ou ce genre de trucs. Ouais, Gears of War et compagnie. J'imagine très bien en fait le public Xbox One qui est donc un mec qui est sur son canapé et qui joue à la console, et on va lui proposer aussi un jeu qui va pas forcément faire fuir tout son entourage, qu'il va pouvoir jouer aussi lorsqu'il y a ses enfants qui traînent dans les parages sans qu'il égorge des musulmans. Enfin, tu vois, ce genre de délire qui peut être intéressant. Oui, non, c'est un petit clin d'œil. Autre annonce que j'ai trouvé intéressante, et pourtant j'étais pas du tout hypé lorsque j'ai lu le nom, c'est Age of Empires 4. Ah oui, c'est vrai que c'est un jeu historique quand même. C'est un jeu historique. Enfin, le 4, c'est un nouveau jeu. Ils nous refont des remasters du 2 tous les 5 ans. Il y a encore un remaster du 2 là, qui sera sur le Game Pass, ou qui est peut-être d'ailleurs déjà arrivé sur le Game Pass. Et donc là, le 4, c'est un nouveau Age of Empires. C'est-à-dire que c'est enfin un Age of Empires qui a compris que le monde avait changé depuis 20 ans. Et notamment, ce qui m'a intéressé dans les images qu'ils ont montrées, c'est qu'il y a un système de garnison vraiment mis en place, un peu à la Total War, où tu vas donc bouger des gens en formation. J'ai l'impression que ça va donner des guerres un peu plus à la Total War. Encore une fois, c'est à voir, mais on a eu quelques images du gameplay, c'était plutôt joli. Oui, c'est ça. Moi, c'est vrai que le Age of Empires, c'est aussi des souvenirs de LAN, il y a longtemps, où on parlait de port BNC, bref. Oui, c'est ça. 3 heures pour installer les ordinateurs. Et 6 heures pour jouer. Et 6 heures pour jouer, exactement. Et après, où tu faisais ta petite construction de ta base et t'arnaquais tout le monde. Exactement. Tu t'en souviens de ça? Ah bah oui, très bien. Ta merveille à la con derrière les 18 murs, là. Exactement. On s'en souvient bien. Et du coup, donc ça donne aussi un autre type de STR, voilà, peut-être un peu moins tonitruant qu'un. Que cherches-tu? Que veux-tu nous dire? Que celui de Blizzard. Qu'en Warcraft? Qu'en Starcraft, pardon. Ou Starcraft. Des centaines d'heures à Starcraft. Oui, c'est ça. Donc un peu plus moins dynamique, un peu plus posé, et vraiment avec ce contexte. Et puis c'est vrai, ces graphismes assez chatoyants, assez sympathiques, qui voilà. C'est vrai que ça a l'air d'être un jeu assez prometteur. Et puis tu fais bien de parler du rythme lent, parce que face à un Starcraft, comme tu dis, là on va avoir un jeu qui va être plus dans la stratégie, dans la construction, dans le moyen terme. Je pense qu'ils vont quand même l'accélérer un petit peu, parce que c'est vrai que ça n'en finissait jamais les parties d'Age of Empires 2. Néanmoins, ils pourront, en tout cas, on verra s'ils le feront, mais ils pourront explorer des choses intéressantes. Enfin, voilà pour Age of Empires 4. Je passe aussi sur Flight Simulator. Si vous êtes fan de Flight Simulator, j'imagine que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que vous avez envie d'y jouer. Si vous n'êtes pas fan de Flight Simulator et que ça vous intéresse pas du tout, vous n'avez pas besoin de moi non plus. Toujours est-il que pour ceux qui sont ni l'un ni l'autre, qui sont pas trop au courant, c'est une simulation d'avion civil qui existe depuis des siècles. Et là, ils ont annoncé le suivant, créé par des Français. Et apparemment, ça va être technologiquement dinguissime, ça va être assez révolutionnaire, en tout cas c'est ce qui est annoncé, c'est-à-dire des graphismes magnifiques, quasiment toute la Terre qui est modélisée parce que en fait ça va se connecter en direct avec les paysages qu'il y a sur Google Earth, et il va te transformer ça, pas Google Earth, la version de Microsoft, j'ai plus son nom, et il va te transformer ça en paysage 3D que tu auras dans le jeu. Bref, c'était assez impressionnant technologiquement parlant. Oui, non, ça a l'air assez beau. Moi, je suis assez d'accord avec pas mal de commentateurs. On le veut bien en VR aussi. Oui. Et d'ailleurs, c'est pas encore. Ils disent qu'ils aimeraient bien, mais le problème, c'est que. Chaque chose en son temps, quoi. Exactement. Et puis là, on promet des définitions 4K. Aujourd'hui, on n'a pas de casque VR 4K. Donc vraiment, après, si c'est pour avoir des graphismes un peu plus décevants, enfin bref. En tout cas, intéressant comme prouesse technologique. Et par rapport à ce que tu disais sur l'offre globale de ce XO, c'est aussi d'aller rechercher les joueurs de simulateurs qui ont été un peu oubliés, qui sont pourtant des gens qui dépensent beaucoup d'argent, qui achètent du matos, enfin, qui vont acheter les gros PC. Enfin, il y a quelque chose aussi d'un retour de Microsoft pour retendre la main vers cette communauté de joueurs qui modent et qui était certainement dans un peu abandonnée. Ouais, alors qu'elle est hyper fidèle, effectivement, et qu'elle est prête à dépenser de l'argent pour sa passion. Parce que les gens qui aiment les simulations d'avions civils, ils font pas ça à moitié, ils font ça sérieusement. C'est parfois, j'imagine, le seul jeu auquel ils jouent. Ils méritent un petit peu d'attention. Donc vivement quand même ce Flight Simulator, parce qu'il pourrait aussi proposer un bond technologique intéressant pour la suite. Peut-être que ça ne sera pas seulement cantonné à son univers et à son seul jeu. Autre jeu que j'ai noté, Bleeding Edge, je vais passer vite, il n'y a pas d'image de gameplay. Donc c'est simple, c'est marketé pour les ados. Le seul point positif, c'est que ça a été fait par Ninja Theory, les gens qui ont fait Hellblade il y a quelques années. Hellblade dont j'avais absolument pas entendu parler, donc je me suis allé me renseigner. Je l'ai raté, c'était en 2017, et ça avait l'air vachement bien. Ça m'a donné envie de jouer à Hellblade. Oui, non, mais tu peux y aller.
Ok, ben voilà, très bien. Autre annonce, Wasteland 3, on a une date, 19 mai 2020, avec des combats à la XCOM. Donc voilà, on s'éloigne du combat à la Fallout pour aller vers le combat à la XCOM. La nuance paraît fine, mais ça compte. J'ai un peu peur parce qu'un combat à la XCOM, ça veut dire des pourcentages, des morts, comment on va gérer les équipes. Parce que ce qui est marrant dans XCOM, marrant avec des guillemets, c'est que tes personnages, ils sont mortels. Et quand ils le sont, quand ils sont morts définitivement. Et donc il y a un enjeu stratégique à ne pas perdre ses troupes. Voyons comment ce sera fait dans un jeu d'aventure, c'est-à-dire avec de la continuité et des personnages qui restent, quoi. Donc c'est intéressant, mais attention, est-ce que c'est vraiment le mode de jeu adapté ? J'en sais rien. Je suis fan de Fallout, je suis fan du XCOM, je peux pas trouver que c'est une mauvaise nouvelle. Oui, puis graphiquement, il a l'air assez réussi, l'univers est assez chouette. Non, franchement, et puis les autres Wasteland avaient plutôt été bien salués, le 2 était quand même... D'ailleurs, il est disponible sur toutes les plateformes, je crois, et même la version Director's Cut, c'est même sur Switch. Enfin, du coup, c'est un jeu qu'on peut tester. Le 3 a l'air de bien construire sur ces bases-là, avec cette évolution du système de jeu. Voilà, moi j'avoue curieux. Wasteland 3 qui sera donc le 19 mai 2020 sur le Game Pass. Alors moi Game Pass je connaissais pas très bien, effectivement c'est une sorte de Netflix du jeu vidéo, donc tu peux télécharger tous les jeux que tu veux qui sont dans le catalogue Game Pass. Absolument. C'est vrai que c'est vachement bien. Dit comme ça en tout cas. Crossfire X, c'est le Counter-Strike de la Xbox. Alors j'ai trouvé ça, en tout cas les images ont l'air assez cool. Ils ont rajouté en fait au Counter-Strike, à la formule Counter-Strike, la possibilité de faire un petit peu évoluer les lieux. Il y a des choses qui explosent. À un moment on voit un tank aussi dans le truc qui a été annoncé. En gros c'est un Counter-Strike décomplexé. De son carcan, de son cadre technologique de l'époque où il a été créé et du fait qu'il est devenu un e-sport depuis. Donc pourquoi pas, ça peut être fun, c'est peut-être ce qu'on attend finalement pour rafraîchir un petit peu la formule Counter-Strike. Le gros bémol en ce qui me concerne, c'est que ça sera un free-to-play. Donc ça veut dire communauté nawak. Mais peut-être succès communautaire. Peut-être succès communautaire, peut-être que ça va lui permettre de créer, d'exister sur la longueur, on va lui souhaiter de toute façon. Mais c'est vrai que moi, c'est le genre de truc qui me font un petit peu peur. Le côté free-to-play, on l'a bien vu effectivement avec le passage en free-to-play de Counter-Strike par exemple. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que des communautés, des jeux comme League of Legends ou Fortnite ont réussi à s'élever quand même au-delà de ça. Et après, c'est vrai que de l'inverse opposé, ce que fait Blizzard, c'est de tout le temps vendre ses jeux, même s'ils sont surrincés, des choses comme ça, donc pour un peu filtrer. Et je suis d'accord avec ton exemple de CS, où ça a souffert un petit peu de la population qui est arrivée quand c'était moins cher ou gratuit. Ouais, je dis ça en faisant partie de la population qui est arrivée avec le gratuit en plus, parce que j'y jouais en 2004 comme toi, mais après j'avais arrêté, j'ai réessayé à ce moment-là, c'était quand même difficile. Autre annonce qui a pas mal hypé les gens, c'est The Artful Escape. Alors, je sais pas si tu as vu ça. Donc c'est très chouette musique, chouette univers, designé comme un jeu Flash. Ça a l'air nul, vraiment, ça a l'air très mauvais. J'ai vu des gameplays, c'est vraiment autant le mec il a un énorme balai dans le fondement. Ça a l'air d'être appuyé en haut lorsqu'il faut appuyer en haut, droite, gauche. Alors ils se sont lâchés sur l'univers, sur la musique, ok super, mais vraiment je sais pas où est-ce que les gens sont hypés, je sais pas ce qui hype les gens dans ce truc-là, mais non, franchement j'ai commencé à regarder, je fais mais c'est un jeu Flash là, vous foutez de moi, non c'est vraiment sur Xbox, ok très bien. Tu veux rien rajouter là-dessus? Non. Minecraft Dungeons, voilà, ils ont un petit peu plus d'images de gameplay, c'est pas ma cam, mais ça pourrait être ils vont continuer à essayer. Ça fait combien de temps qu'ils développent leur Minecraft Dungeons? J'ai l'impression que ça fait des années et des années qu'ils nous l'annoncent. Ouais, ça fait un petit moment qu'il a été annoncé, mais là il y a une date de sortie. Ouais, alors au printemps. Je crois au printemps parce qu'au printemps on n'a pas assez de jeux qui sortent. Entre mars et mai, on va avoir tout qui va nous tomber sur la tronche, sauf ceux qui vont prendre du retard. Mais en tout cas, Minecraft Dungeons, il va enfin arriver. On verra lorsque ça sortira. Moi, c'est pas une hype de dingue. Le truc qui m'a plus intéressé. Moi, on en parle souvent de jouer avec mes enfants. Voilà. Ils jouent à Minecraft tous les deux en coop. Et donc ils construisent des bases. Et donc là, peut-être en effet de rajouter un peu le côté aventure. Je l'avais d'ailleurs. Un peu à la Diablo, au niveau aventure. Oui, et puis même j'en avais parlé dans une autre précédente émission de Dragon Quest. Oui. Builder, qui est un jeu de construction et donc qui avait déjà cette idée de prendre du Minecraft, de rajouter de l'aventure et rajouter du contexte en fait, pour pas qu'on fasse de la construction pour faire de la construction, mais vraiment pour essayer de lier, de donner du cœur ou du corps à l'expérience. Donc c'est vrai que ce dungeon, s'ils arrivent à faire ça peut être assez intéressant. Puis après, c'est un univers que les gamins ils connaissent par cœur et qu'ils achètent les yeux fermés. Après, pour moi, c'est clairement un jeu pour les enfants. Je pense qu'il est plutôt à destination enfants, ce qui n'est pas du tout une critique. C'est juste que je pense que c'est plutôt un jeu pour enfants. Oui, voilà. Donc à voir quand il sortira.
Le truc qui m'a, moi, un petit peu intéressé, alors que ça a l'air complètement futile, c'est des immeubles en réalité augmentée qu'ils ont mis à Londres ou qu'ils vont mettre à Londres, New York, Sydney. En gros, ça va être des immeubles Minecraft que tu peux voir dans la ville à travers donc l'écran de ton téléphone portable. Oui, c'est Minecraft Earth, qui est donc la version un peu Pokémon Go de Minecraft. de Minecraft. Et donc c'est vrai qu'il va être avec tout un travail de géolocalisation, tout un travail qui va permettre avec les filtres de réalité augmentée qu'on peut déjà avoir vu un peu sur Snapchat. Enfin voilà, il va essayer de mettre du coup la construction les constructions Minecraft dans le monde réel avec de la coop. C'est aussi une des promesses. Donc construire ensemble une construction virtuelle en Lego Craft Minecraft. J'avoue que les possibilités paraissent tellement folles et tellement infinies que là, ça m'intéresse par contre. Ça m'intéresse beaucoup. C'est assez fantastique sur la promesse. Après, il faut... si vous avez vu les vidéos en ligne et tout, c'est vrai que la promesse, elle est quand même très très forte. Faudra voir, moi pour travailler professionnellement sur ces sujets, il va falloir que les attentes soient vraiment comblées par le produit, parce que techniquement, c'est quand même... Parce que le département marketing, il s'est un peu emballé, quoi. Un petit peu comme les HoloLens la première fois qu'ils les ont présentés. Enfin, mais chez Microsoft, ils sont assez bons en réalisation de vidéos promotionnelles, parfois. D'accord. C'était quoi les HoloLens? Parce que j'ai déjà oublié. Les lunettes justement de réalité augmentée. D'accord. Où avant l'annonce, on voyait quelqu'un qui mettait justement le masque, qui pouvait déjà jouer un Minecraft Earth à l'époque avec ces lunettes-là, mais avec des qualités graphiques qui étaient folles, avec une largeur de champ qui était folle, alors qui n'existe pas dans la réalité aujourd'hui, malgré la sortie de la version 2. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, je suis assez chaud. C'est évident que Microsoft, voyant le succès de Pokémon Go pour Nintendo ou de la version Harry Potter qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui génère quand même beaucoup d'argent, se disent qu'avec l'argent qu'ils ont dépensé, les milliards qu'ils ont dépensés sur Minecraft, ça serait dommage de ne pas investiguer cette piste pour gagner encore quelques euros et peut-être pour créer un nouveau truc assez cool, parce que ça peut être assez chouette. Mais il serait même temps, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment exploité cette licence qu'ils ont payée si cher de Minecraft. Alors ils continuent d'en vendre par palette des Minecraft, mais on attend la raison qui, au-delà de l'argent, qui philosophiquement nous fait donner sens finalement à cet achat de Minecraft. Ouais, après je pense qu'en effet c'est la stratégie de Microsoft d'acquérir aussi des joueurs et de se faire connaître aussi chez des nouveaux publics. Alors après, je suis d'accord avec toi, par exemple, un truc moi qui me surprend toujours quand les enfants lancent donc Minecraft sur la Switch, c'est que c'est encore brandé Mojang. Donc c'est vraiment au loader, il n'y a pas de loader Microsoft, choses comme ça. Donc c'est vrai que moi aussi je pensais qu'il y avait un joli coup branding à faire, tu vois, de faire rentrer la marque Microsoft dans cet univers-là, ou Xbox, mais non, c'est encore du Mojang. Après, dans les news, pour aller dans ton sens, enfin pour aller à l'inverse de ce que tu dis, là il y a eu une annonce, je crois hier ou avant-hier, pour la première fois un jeu Microsoft Studio dépasse le million de ventes au Japon, et c'est justement Minecraft sur Switch. C'est la première incursion de Microsoft dans les terres du plus d'1 million. Donc voilà, bon, tu vois, finalement, ça mis bout à bout, ils y arrivent. Après, 4 milliards pour Microsoft, c'est quelques dizaines de milliers d'euros pour un occidental normal. Donc voilà. Oui, bien sûr, mais c'est beaucoup et pas. Oui, mais c'est quand même assez emblématique. Minecraft, c'est une vraie marque qui compte, voilà. Et donc du coup, moi j'attendais de savoir qu'est-ce qu'ils allaient en faire. S'ils y arrivent, les promesses elles sont belles. Donc voilà. Voilà pour les jeux. Je suis sorti d'ailleurs un petit peu du cadre du jeu vidéo en parlant de cette réalité augmentée. Là j'en sors encore puisque pas du cadre du jeu vidéo, mais ce n'est pas un jeu dont je vais parler, c'est le xCloud. C'est donc le jeu en cloud, donc c'est-à-dire en streaming, le jeu vidéo en streaming, où il suffit d'être équipé d'une manette Xbox One, de son téléphone portable et d'un petit clip qui permet d'avoir le téléphone portable qui est clipsé sur la manette, en fait, qui est juste posé au-dessus de la manette. Et ça, tu fais des grosses grimaces, mais désolé, moi c'est ce que j'ai eu. Et ça permet en fait d'avoir une espèce de console portable avec son téléphone portable et sa manette. Et ça a l'air vachement intéressant, une espèce de mini console portable seulement avec une manette et un téléphone portable. Alors pourquoi tu faisais la grimace? Alors je fais la grimace parce que en fait l'offre de cloud gaming de Microsoft qui a été présentée, qui devrait arriver assez vite, c'est quelque chose qui tease depuis un petit moment, qui va avec le fameux Game Pass, donc qui a priori sera intégré au Game Pass. D'ailleurs, ils ne parlent même pas de faire une offre supplémentaire, de dire on va commercialiser et une offre de jeux à la PS Plus ou le catalogue, comme tu disais, où il y a un catalogue de jeux et je vais piocher dedans, je les télécharge sur ma machine. Ils veulent vraiment intégrer le streaming directement au Game Pass.
Et du coup, c'est vraiment du jeu en streaming. Et ce qu'il propose, c'est vraiment ce que veut faire Google avec Stadia, c'est-à-dire du jeu à la demande sans matériel. Donc, c'est compatible avec ton téléphone portable, ta télé connectée, ton PC. La différence, en effet, c'est que là, ça va demander une application dédiée, là où Google essaye de simplifier un petit peu ça. Mais en effet, on est vraiment dans cette course en avant vers le jeu sans device, ou du moins en streaming, et ce qui permet en effet de clipser ton téléphone portable sur une manette et de jouer à Red Dead 2 ou à ce que tu veux, ou à un jeu qui soit hyper gourmand, on the go ou tranquillement chez toi, sans matériel physique, quoi. Mais c'est intéressant de voir que Microsoft, ça a quand même très longtemps qu'ils tease. C'était pourquoi la grimace alors? Non, parce que c'est du cloud gaming global, qui va de la télé à la tablette en passant par l'ordinateur et qui se limite pas à ce gimmick de la manette. Et qui est vachement bien quand même. Oui, mais qui est aussi exploité par Stadia aujourd'hui, puisque on va donc profiter de cette occasion pour faire transition, glisser gentiment sur le troisième dossier, qui est la sortie de Google Stadia cette semaine, donc fin novembre, dans 7 ou 8 pays, dont la France et les États-Unis. Et donc, du coup, en effet, Stadia, aujourd'hui, les gens avaient la possibilité de précommander il y a quelques temps le pack Founder Edition. Et dans ce pack, notamment, il y avait la manette et qui offre aussi un petit mécanisme qui permet de clipser son téléphone portable pour pouvoir jouer à ses jeux favoris directement dans son canapé. C'est hyper malin, c'est vachement bien ça. Dans les deux cas, que ce soit Xbox, Google, m'en fiche, moi. C'est très bien, ça fait vraiment des manettes, pas des manettes, des consoles portables, mais avec des possibilités démesurées, quoi. Oui, tout à fait. Et puis vraiment, pour le coup, là, aujourd'hui, techniquement, en plus sur des écrans qui sont plus petits, on a un degré d'exigence qui est moindre on le voit avec le Switch docké non docké. Quand tu as ton écran plus petit, tu as moins de détails et moins de détails à envoyer. Donc du coup, ça reste assez fonctionnel. J'en parle aussi puisque je les cite à chaque émission, mais ils ne sont pas du tout sponsors. Voilà, Shadow fonctionne aussi très bien sur iOS et Android. Donc vous pouvez c'est déjà quelque chose que vous pouvez faire, sachant que sur iOS, depuis la dernière version, vous pouvez brancher vos manettes de Xbox et de PS4. Ce qui devait déjà être le cas sur Android, mais j'avoue que j'avais considéré que c'était déjà le cas. Enfin, si c'était arrivé sur iOS, j'imagine que c'était le cas depuis longtemps sur Android. Mais peut-être que je me trompe, mais à vérifier. Mais en tout cas, voilà, je trouve que comme je suis d'accord avec toi, c'est ces nouvelles consoles de jeu là, peut-être qui. Oui, surtout qu'en plus on parle de téléphone portable, c'est-à-dire que bon, ça va dépendre, ça va être, c'est pas que ça va dépendre, c'est que ça va profiter des évolutions technologiques des téléphones portables, qui sont aujourd'hui, les smartphones en tout cas, sont tous équipés d'une caméra, donc on peut imaginer que des jeux en réalité augmentée seront beaucoup plus simples et accessibles avec ce système-là. Par exemple, tu vises devant toi, tu as l'écran qui filme et tu vois exactement ce qu'il te faut. Donc c'est en ça que c'est intéressant. Ça n'a pas empêché Stadia de démarrer très très mal, et c'était ça dont tu voulais parler. Oui, donc pour refaire un petit peu le point pour ceux qui auraient un peu suivi mais de loin, donc il y avait cette histoire de Founder Pack dans lequel vous aviez une bonne affaire, puisque vous aviez une manette, 3 mois d'abonnement offert, et vous aviez le Chromecast Ultra qui est l'accessoire Chromecast que vous allez brancher derrière votre télé qui va vous permettre de jouer en streaming. Donc qui était une bonne affaire, parce que si vous preniez les éléments découpés, il y en avait plutôt pour 250 €, et là c'était 130 €. Donc il y avait une bonne affaire d'entrée d'avoir le pack. Et donc voilà, et donc à noter aussi que dans ce pack, il y avait 3 mois d'abonnement au service et un Buddy Pass qui permettait d'offrir à quelqu'un de son entourage 3 mois d'accès à la plateforme aussi. Donc Stadia, c'est quoi? C'est du jeu en streaming, donc pas de console, juste un device pour streamer le jeu. Il y a 2 modèles. Il y a un modèle gratuit qui arrivera que l'année prochaine, et il y a un modèle payant qui coûte un peu moins de 10 € par mois et qui est l'accès à la plateforme. Alors là, pour l'instant, il n'y a que un jeu, il y a que 2 jeux qui sont offerts avec ces 10 € par mois. C'est Destiny 2 et Samurai Shodown, qui est un jeu de baston assez exigeant, donc il faudra voir avec les niveaux de latence. C'est pas la version Neo Geo, Non, c'est la nouvelle version. D'accord. Et donc du coup, on a le choix entre la version gratuite, ça sera du 1080 à 60 fps, et la version à 10 balles, c'est de la 4K, normalement dans les meilleures conditions. Par contre, comme j'avais déjà dit, et c'est un point très important à savoir, c'est que même si Google a promis qu'il y aurait de plus en plus de jeux offerts dans l'abonnement
Tu parlais de Xbox tout à l'heure qui, Ouais, pour du le Game même Pass, prix, qui pour le même prix t'offre déjà 300 jeux. Tu peux jouer et des jeux derniers, enfin qui sortent Day One, tu as déjà le jeu entre guillemets gratuit sur abonnement au Game Pass. Quoi. Des jeux comme The Outer World dont on a déjà parlé, le dernier Obsidian, il était dispo Day One sur le Xbox, le Game Pass. Même si Google a promis qu'il y aurait des jeux de ce type-là, pour l'instant c'est pas le cas, et donc il faut en plus acheter des jeux directement dans le store de Google, et les prix des jeux sont déments. Il y a des réducs si tu es abonné pro, où tu vas avoir des 10 € de réduc, des choses comme ça, mais tu vas avoir, il y a des jeux comme par exemple Assassin's Creed Odyssey, il est à 69,99. C'est-à-dire le prix d'un jeu que tu posséderais chez toi. Ouais, même c'est ça. Oui, même peut-être même plus cher parce qu'aujourd'hui c'est des jeux qui sont pas récents. Il y a pas beaucoup de. Il y a une exclusivité qui s'appelle Guilt, mais qui est pareil, qui est pas offerte avec l'abonnement, qui coûte 30 balles, qui est un jeu comme tu aimerais, vraiment une aventure calme où c'était une petite fille qui cherche quelqu'un et puis qui va vivre dans ses cauchemars avec des petits puzzles. Enfin, vraiment, honnêtement, non, je venais quand je disais qu'il se plaisait. Franchement, je l'ai regardé quelques vidéos et ça a l'air un petit peu chiant. D'accord. Mais j'en ai pas entendu parler. Ouais, non, mais voilà. Et après, t'as des offres, en effet. Si on prend un NBA 2K, par exemple, il va être à 25 € au lieu de 50. Mais chez Stadia, donc... Oui, parce qu'on est bien d'accord qu'à partir du moment où tu achètes le jeu chez Stadia, tu es obligé d'avoir Stadia pour pouvoir jouer au jeu. Absolument. Donc ça veut dire qu'on se rajoute vraiment un boulet. Moi je compare forcément à ce que tu nous avais dit sur Shadow, dont je vais quand même commencer à soupçonner que tu leur fais de la pub et qu'ils te rémunèrent en cachet, en secret, mais toujours est-il que eux, tu es avec ton compte Steam, ton vrai compte Steam que tu utilises sur un ordinateur performant à distance. Donc lorsque tu achètes un jeu sur ton compte Steam, après tu y joues soit sur ton PC, chez quelqu'un d'autre, ou sur Shadow, ou sur machin. Là, non seulement tu achètes le jeu sur Stadia, mais en plus il faut que tu payes l'abonnement pour pouvoir y jouer en gros. Alors aujourd'hui, oui. Parce qu'il n'y a pas l'offre gratuite. À partir de l'année prochaine, tu pourras jouer normalement n'importe quand à ton Assassin's Creed Odyssey en HD, pas en 4K, mais en HD, normalement ad vitam. Mais en effet, ça veut dire quand même que oui, pour accéder à ton jeu, là aujourd'hui, pendant que le service fonctionne aussi d'ailleurs, parce qu'on ne sait jamais si ça se foire, ils peuvent arrêter le service du jour au lendemain et ton jeu, tu peux le payer, le ranger, hop, et c'est fini. Exactement. Ça, c'est sûr que ça c'est une possibilité parce qu'on sait que Google, quand il fait face à des échecs industriels, n'hésite pas à débrancher la prise. Alors, on est au tout début, donc c'est peut-être un peu s'avancer que de dire qu'ils vont arrêter le jeu dans 18 mois, mais comme ils ont pu faire. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu des gros investissements. On pense tous à Google+, il y a pas mal de... Il y a des sites dédiés aux... Ils savent débrancher la prise lorsque ça ne sert plus à rien. Quoi. Exactement. C'est pas le genre d'entreprise à laisser des trucs traîner si vraiment ça n'a pas d'intérêt ou si ça coûte trop. Quoi. Et rien ne dit que s'ils font ça un jour, ils vont pas proposer aux gens qui ont acheté des jeux de pouvoir les récupérer, de les avoir, d'y jouer autrement. Enfin, ils peuvent trouver aussi des solutions pour les gens. Je pense que le procès de perdre le jeu, il est beaucoup trop tôt. Mais par contre, se dire, aujourd'hui, je paye 10 € et je rajoute 30-40 pour jouer à des jeux qui ont eu 7-8 mois, je trouve que la douloureuse c'est un peu difficile. Avec en plus les problèmes de dispo, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dispo Day One. Le partage familial n'est pas dispo, donc s'il y a 2 personnes dans la famille, il faut se connecter au même compte Google. Le Bluetooth ne fonctionne pas toujours bien ou pas de possibilité. Il n'y a pas de version iOS, donc si vous voulez, on ne peut pas jouer sur iOS. On peut piloter son Stadia avec iOS, mais si vous avez un iPhone, un iPad, vous ne pourrez pas jouer au jeu via ces appareils-là. Le jeu à plusieurs est compliqué puisqu'il ne supporte que la manette Stadia. Donc en fait, si vous avez manette, et qui sont d'autres manettes à 79 €, qui sont pour l'instant même pas supportées par d'autres périphériques. Donc en fait vraiment limité à ça. Donc ça fait pas mal de petites choses. Il y a aussi alors nous ça nous concerne pas trop, mais je sais que pour pas mal de joueurs ça peut compter. Tout ce qui est trophée par exemple, qui existe, mais qui n'est pas implémenté. Voilà. Donc ils ont promis que quand ça serait déverrouillé, ça serait rétroactif. Donc les succès que tu as fait arriveraient dans ton compte. Mais aujourd'hui ça l'est pas. Donc il y a quand même pour un service d'une boîte comme Google, qui est une des plus grosses boîtes du monde, qui a été annoncé il y a quand même quelques temps et qui déboule. Ils ont bien fait monter là et pas en plus. Bien sûr. Et puis ce qu'on mettait, on l'a partagé sur Twitter. Donc si vous nous suivez, mais ils ont fait une publicité qui est vraiment, je la mettrai sur le site aussi pour que vous la retrouviez, elle est dinguissime. Enfin, c'est le meilleur truc qui soit arrivé à Stadia, c'est cette pub. En fait, c'est la seule chose à voir, c'est cette pub. C'est assez dingue. Enfin, c'est un type qui rentre dans un magasin, il commence à parler au vendeur,
Et le vendeur le coupe et lui fait la pub de Stadia, et donc ils s'envolent, ils vont dans des mondes oniriques. Il dit même le chien le trouverait pas, il n'y a plus besoin de machine, même le chien ne trouverait pas, et en fait le chien il se téléporte dans le mur et réapparaît dans le data center. Enfin, elle est ouf. Franchement, c'est une perle. Franchement, voilà, embaucher le réalisateur, mais après le reste, ça, voilà, c'est assez triste. Ouais, et puis un sacré faux départ, c'est assez inattendu en plus. Ouais, franchement, on pense que Google a les moyens de savoir ce qu'il fait, et là ils nous font un foirage complet au niveau du départ. La hype elle est retombée, mais c'est même pas un soufflet à ce moment-là, c'est bien pire, il n'y a plus rien. On va espérer pour eux qu'ils remontent la pente. Oui, et puis je me dis, il y a un détail là que je n'ai pas précisé, parce que je parle du jeu, de l'offre, mais même techniquement, il y a beaucoup de journalistes qui ont testé, et qui, avec des vrais temps de latence, enfin il y a un gif qui a beaucoup tourné avec un journaliste américain qui appuie sur la barre d'espace, et on voit le personnage sauter quelques secondes après à l'écran. Enfin, il y a même des problèmes techniques de base là où on s'attend à ce que Google ils soient en masterisation totale, quoi. Oui, parce qu'ils étaient censés anticiper nos gestes en plus. Oui, en plus. Je rappelle qu'ils étaient censés savoir qu'on allait appuyer sur espace à ce moment-là. Exactement. Donc non, c'est compliqué. Oui, puis parce que moi franchement, j'étais prêt à acheter quasi Day One Red Dead Redemption par exemple, que je trouve cool de pouvoir jouer partout, directement dans mon navigateur, sur tous les devices, en plus pour jouer en full capacité, parce que moi j'ai une PS4 fat, j'ai pas de PC gamer, et donc du coup ça aurait pu être l'occasion de jouer vraiment au jeu, il vient de sortir et tout, c'était l'occasion de me balader dans les... Mais non, du coup j'aurais pas le droit, puisque je suis pas prêt à prendre l'abonnement, et puis quand je vois les retours techniques, c'est assez désastreux, donc du coup pour l'instant on va passer. Ce que je peux rajouter, il y a une petite chose, un petit peu coup de pied dans le tibia pour le monde des youtubeurs gaming, mais c'est assez marrant parce que c'est notamment Anne sur Twitter qui me faisait remarquer. Il y a eu vraiment très 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 peu de reviews Stadia sur YouTube. Et en fait, on a appris aussi en tant que dans la presse qu'il n'y avait pas eu de budget pour faire de la pub pour Stadia sur YouTube. Et donc c'est marrant comme quoi, s'il y a des produits qui sont pas financés par la publicité, ils apparaissent quand même assez peu dans les reviews. Est-ce que tu sous-entends que les youtubeurs, si on leur donne pas de l'argent pour parler d'un jeu, ils parlent pas du jeu ? Absolument. Ok. Non mais c'est ça, à un moment les mecs ils donnent leur avis, ils influencent des gens, donc faut pas... Après on peut comprendre font, quoi, voilà. Après on peut comprendre qu'on n'a pas envie de faire de la pub gratuite à Google, tu vois, qui est quand même la super boîte, mais bon, voilà, je pose ça là. Oui, si ça se trouve, en tout cas, s'ils avaient mis de l'argent, il y aurait une grosse hype avec plein de youtubeurs qui auraient testé des jeux en rigolant très très fort sur Stadia. Exactement. Et tout le monde aurait dit, dis donc, ils ont de la chance, ils ont une belle couverture sur YouTube, dites donc. Exactement, donc voilà, c'était un petit détail amusant de voir que la couverture sur YouTube est quand même est assez liée au budget marketing plus qu'à la qualité intrinsèque. Même si dans ce cas-là, on aurait pu avoir au contraire beaucoup de vidéos pour nous expliquer à quel point c'était pas bien. Mais bon, on n'a pas eu ni l'un ni l'autre, à vrai dire. Donc voilà, et peut-être pour être complet, un peu la liste des services qui existent en cloud gaming, donc si ça vous intéresse quand même de tester. Donc il y a Microsoft, c'est pas dispo pour l'instant. Donc on en a parlé, mais c'est pas encore dispo. Dans les choses dispo, vous avez le PlayStation Now, donc c'est plusieurs centaines de jeux sur la PlayStation qu'on a en streaming, souvent des jeux de PS2 et PS3. Et de plus en plus, et même ils commencent à offrir des téléchargements pour les jeux PS4 dans cette offre-là, pour essayer de satisfaire tout le monde ou pour les jeux qui sont un peu gourmands. Donc l'offre est assez intéressante. Ouais. Si vous aimez le jeu, les jeux Sony, en fait, les licences Sony, vous avez donc Shadow, dont on parle souvent. Je me permets juste un truc sur le PlayStation Now. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours eu à chaque sortie de console cette question de la rétrocompatibilité. Et bien là, ils résolvent le problème. C'est bon, c'est plus la machine qui s'occupe de ça, c'est du streaming. Comme ça, au moins, on peut vous mettre tous les jeux qu'on veut de tous les temps, tout ce qu'on a sorti. Et pour des gens qui n'ont pas eu la 2 ou la 3, alors je sais pas si ça existe des gens qui ont acheté la PlayStation 4 sans avoir eu la 2 et la 3. J'aurais pu faire partie de cette catégorie-là personnellement. Toi, t'en fais partie. C'est vachement intéressant parce qu'il y a des très bons jeux sur PlayStation 2 et PlayStation 3 exclusifs et auxquels on n'a pas pu jouer. Ouais, tout à fait. Donc je rajoute Shadow, même si c'est du cloud computing et pas du cloud gaming. Donc vous achetez vos jeux, mais après vous utilisez un PC à distance. Dans la série, il y a aussi une GeForce Now, qui est donc pas l'initiative de Nvidia, ouais. qui est gratuit, mais parce que c'est un test où je pense que c'est en même temps une prouesse technologique. Donc c'est cool parce que si vous inscrivez, des fois vous avez accès. Donc là vous connectez votre compte Steam
et vous pouvez jouer directement à vos jeux Steam, donc il n'y a pas de double paiement et tout ça. Par contre, il faut avoir un peu de chance au moment où on cherche à se connecter, parce que souvent il y a des files d'attente et c'est pas possible de jouer. Donc il n'y a pas la garantie de jouer. Donc, mais ça peut être intéressant pour ceux qui veulent tester le cloud gaming pour rien, pour gratuitement. Il faut avoir une carte Nvidia quand même ou pas forcément? Je sais pas. C'est une bonne question. Merci. Faudra vérifier. Mais ouais, non, je crois pas. Je crois que vraiment c'est pour tester leur capacité. Donc là, c'est à part et c'est intéressant. Ouais. Là, et après, il y a une petite boîte française aussi qui s'appelle Black Nut qui offre aussi du jeu en streaming pour 10 € par mois, où ils ont un catalogue. Alors, c'est plus un catalogue plus de jeux AA, et il n'y a pas de AAA, il n'y a pas de gros titres. Il y a quand même pas mal de choses, il y a des jeux un peu plus anciens. Voilà, il faut aller regarder sur le catalogue. Et du coup, pour être tout à fait complet et exhaustif, je partagerai dans l'article et un peu sur Twitter. Il y a Numérama qui a fait un très bon dossier où il regroupe toutes les plateformes qui existent, tous les prix, les liens vers les catalogues de jeux. Enfin, bref, un bon moyen d'avoir un tour synthétique de l'offre. Si vous n'avez pas envie de réécouter ce podcast. Un vrai bon comparatif pour savoir. C'est pas vraiment un comparatif, c'est plutôt un listing. Comme ça, on voit tout ce qu'il y a et on peut se faire son avis. Il n'y a pas de décision pour dire. Non, c'est pas ça, mais oui, c'est ça, une liste avec combien ça coûte, à quoi on a accès. Enfin, vraiment le vrai comparatif objectif. Voilà, quelles sont les offres différentes qui existent en matière de streaming. Yes, exactement. Et on voit bien que c'est certainement une partie du jeu vidéo du futur. C'est sûr. On y est là, même pas du futur, on y est. Quoi. Ouais, de demain. Quoi. Ouais. Bon, sachant quand même qu'on va avoir Scarlett et la PS5 qui sont des vraies machines qui vont arriver. Donc bon, il y a quand même... Il y a encore un petit marché pour le domestique. De toute façon, la question de la connexion permanente, déjà on a mis du temps à s'y mettre, mais ça y est, on y est. Et reste toujours utile la question du temps de latence, du lag dont tu parlais, la fameuse barre espace et le saut qui arrive quelques secondes plus tard. Tant que ça ne sera pas résolu dans 100% des cas, il restera encore de la place pour des machines domestiques chez soi avec sa console et ses petits CD. Exactement. Donc on va passer à la rubrique Nos avis. Ouais, la dernière vraie rubrique de cette émission, Nos avis. On a à quoi a-t-on joué? Et en fait, c'est à quoi as-tu joué ces dernières semaines? Ah oui, parce que là, donc dans cette première partie de nos avis, on va parler des jeux, des nouveaux jeux auxquels on a eu accès et j'ai eu accès ces derniers temps. Donc j'ai pu me mettre à Death Stranding. Merci Sony qui a fait une petite campagne de distribution pour les micro-influenceurs, je pense. Non, j'ai fait partie. Donc ils t'ont donné le jeu. Donc ils m'ont offert une clé. Donc j'ai pu télécharger les 50 gigas du jeu sur ma PS4 Fat pour pouvoir me coller au jeu le lendemain de sa sortie. Et t'as fait combien de temps alors? T'as joué combien de temps là? Aujourd'hui, je suis à presque 14 heures. Donc on va dire que c'est un bon début d'investissement perso. C'est un bon investissement perso. Voilà, il y a assez peu de jeux de ces dernières années sur lesquels j'ai passé des grosses quantités de temps. Là, celui-là, il est en bonne voie pour être un des plus gros. Bon, bien sûr, il y a Breath of the Wild, il y a eu Cuphead, mais dans des styles différents. C'est pas pareil, ouais. Exactement. Et là, t'as dû faire quoi? T'as dû faire un 5e du jeu à peu près en 14 heures? Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a... Donc pour revenir un peu sur la genèse du jeu, même si je pense que tout le monde, si vous écoutez cette émission, vous savez par cœur à peu près ce que c'est. À peu près ce que c'est. Donc comme l'idée, c'est vraiment de donner mon avis, pas de faire un test, je vais y aller vite. Mais c'est vrai que dans le jeu, il y a la trame principale qui est... donc en fait, vous êtes Sam Porter, votre objectif, c'est de relier des villes américaines, de recréer le réseau, de recréer Internet, en fait, pour que les imprimantes 3D puissent se remettre à fonctionner ensemble. Et après, il y a tout ce qui va être le jeu de livreur, qui va être tout ce qui est mission secondaire, où les gens, au fur et à mesure, vont vous donner des confier des missions, donc faire des détours. Donc vraiment des missions secondaires où vous allez tourner sur place et donc livrer des colis à droite et à gauche, en mettant avec des contraintes. Ça va être livré plus vite, livré en bon état. Tout le monde l'a vu parce qu'elle a tourné sur tous les internets. Il y a la fameuse livraison de pizza, où il faut livrer une pizza dans un temps record sans la renverser, parce que sinon c'est foutu. Donc voilà, il y a tous ces trucs-là. Donc je pense que moi je Tu l'as faite celle-là? Tu l'as eu? Ouais, parce que j'ai réussi à taxer un véhicule et tout, donc je sentais que j'étais chaud pour y aller. Donc vraiment moi je vais quand même pour l'instant vachement en ligne droite. Je fais quelques missions annexes parce que j'ai compris maintenant que plus je faisais des missions annexes, plus mon perso gagnait des skills, notamment sur la capacité de porter des charges plus lourdes et tout ça. Donc il y a un petit peu de leveling. Et tu pexes. Un peu exactement. Donc j'en fais un peu, mais c'est vrai que je me dis si décemment j'aimerais voir la fin du jeu quand même. Donc si je veux voir la fin du jeu et par rapport à mes contraintes personnelles de boulot, de famille, de sommeil, je vais pas pouvoir passer 100 heures à faire des... Enfin je vois là dans nos lecteurs, il y a des gens qui sont à 30 heures et qui sont
même pas arriver là où je suis, quoi. Ouais. Parce que tu peux prendre un temps fou à aller à droite à gauche. Donc voilà, donc il y a vraiment ces deux trucs, le scénario principal où tu avances et après les missions de livraison qui sont un peu plus simples, mais voilà, qui permettent de découvrir un peu plus en profondeur la carte du jeu. Donc moi j'ai joué donc 14 heures. En effet, il y a le début qui est la mise en route qui est un peu longuette. C'est vrai que, mais sur laquelle on se fait prendre. C'est vrai que sur les 3 premières heures de jeu, il y a la moitié c'est de la cinématique. Tellement Kojima. Mais en fait voilà, c'est un vrai jeu Kojima, il y a pas à dire. Mais franchement, ça passe vite. Enfin, moi je suis plutôt impatient. Enfin, au départ, on a beaucoup parlé de ce jeu. J'étais hypé mais curieux, mais pas hypé. Genre j'avais tellement envie d'y jouer et tout. Et en fait, je suis rentré dans ce truc-là hyper vite. Et contrairement à ce que j'avais beaucoup évoqué dans les émissions, on disait c'est un jeu qui s'apprécie sur la longueur, mais en fait pas du tout. C'est très vite, tu sais si tu vas kiffer ou pas. En fait, je pense que en fait le diagnostic qui se pose vraiment beaucoup plus vite. Si déjà rapidement tu te dis ok, cet univers, ce temps long, ces discours et tout. Alors des fois c'est chiant, ils te répètent 3 fois le même truc. Des fois il y a des erreurs comme ça, mais finalement tu t'achètes vite. Tu sais que tu vas kiffer. Et c'est vrai qu'il y a plein de moments où tu arrives en haut d'une montagne, tu vois un paysage, tu as la musique. T'es là, t'es avec ton colis sur le dos et franchement ça t'emporte vraiment, ça te donne une espèce de plaisir, de contemplation, vraiment c'est un peu genre j'ai fait une randonnée, à la fin je suis content d'avoir fait ma randonnée. Enfin il y a vraiment ce sentiment un peu marrant et ce temps calme est ponctué par les rencontres avec les 2 types d'ennemis. T'as des types d'ennemis qui sont genre des gens qui ont pété un câble, qui sont des humains et pareil, c'est un peu nul, ils seraient accros à la livraison. Enfin, ça, c'est vraiment un des trucs les plus cons du jeu. Enfin bref, ils ont des camps, ils interceptent les gens qui livrent. C'est des pirates, quoi. Oui, voilà, c'est genre de pirates avec 2 neurones. Bon, ça, c'est des combats un peu plus physiques. C'est vraiment un peu là, on a la MGS, on fait le même coup, on leur met des patates et tout, on les assomme, on essaie de les prendre à revers, de les attacher avec des liens. Voilà, et des fois, il faut aller chercher dans leur camp des trucs qu'ils ont pris pour les extraire. Enfin, voilà. Donc ça, c'est assez classique, mais ça met un peu de piment parce qu'il y a des zones que tu traverses, ils y sont, donc... Tu vas pas envie de te faire chier, tu vas faire un détour pour éviter leur zone. Et après, il y a tout ce qui est cette histoire du Death Stranding, la limite entre la vie, la mort. Le monde miroir. Exactement, toute cette espèce de truc un peu fantasque. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est assez bien dosé. Ils sont pas là tout le temps, ils sont pas là souvent. Et donc, du coup, quand ils sont là, c'est quelque chose d'important. Il y a ce que vous avez tous vu, c'est l'espèce de radar qui tourne, l'espèce d'hélice ventilateur qu'il a sur l'épaule, qui est le détecteur, en fait, pour les... donc ils appellent ça les échoués, donc pour les détecter, pour les voir. Et en fait, c'est un élément de game design qui est super bien fait, parce qu'en fait, très vite, on arrive à les repérer juste en regardant cet élément-là. Donc on peut se déplacer, parce que le but, c'est de les éviter. Ouais. On n'est pas forcément obligé d'aller dans l'affrontement. Et du coup, on arrive vraiment ça remplace le radar sur Metal Gear, où tu avais les points, les angles de vision. En fait, juste avec cet élément-là, on sait où ils sont. Il y a vraiment un truc très... très physique, et en fait je pense que c'est une des réussites de ce jeu, c'est cette espèce de jonction entre le joueur et le jeu où il y a des éléments visuels, la manette qui vibre, les systèmes de gâchette dont j'ai déjà parlé, qui font que vraiment il y a un côté où quand on est Sam et voilà, il y a un côté très, très fort de lien entre le joueur et le personnage pendant ces séquences-là, et je trouve ça c'est assez fort. Et après bien sûr il y a toute l'histoire du scénario qui franchement donne envie de savoir. En plus les spoilers qui l'attendent disent on a de la réponse à la fin, enfin on a des réponses à nos questions. Donc ça c'est bien de savoir ça, c'est surtout bien pour du Kojima. Exactement, on se dit ça va pas finir sur une fin ouverte pour Death Stranding 2. On verra, je sais pas, j'y suis pas. Mais en tout cas, moi ce que j'ai entendu, c'est que quand même l'histoire se boucle et donc du coup ça donne encore plus envie. Et on sait pourquoi on se trimballe avec un fœtus sur le ventre, quoi. Alors oui, exactement, il y a l'histoire du bébé aussi, mais qui est pareil, c'est un truc un peu dingue où c'est en même temps gênant et en même temps intéressant, et puis ça crée une espèce de connexion. Enfin, c'est vraiment un jeu qui, sur plein de points, déclenche pas mal d'émotions, pas mal d'interrogations. Enfin, c'est assez chouette. Après, il y a des lourdeurs. Moi, je peux comprendre les gens qui ont envie de faire plaisir vite et qui vont vite s'emmerder. Justement, est-ce qu'on peut juste faire la transition par rapport au petit sondage que je t'ai demandé de mettre sur Twitter à ce niveau-là ? Ouais, on a fait un petit sondage pour vous demander est-ce que vous avez joué à Death Stranding, à Red Dead Redemption 2 ou au 2 ? Et on a été surpris de voir que... Tu as été surpris. Ouais, tu t'y attendais ? Bah, moi, c'est ce que j'espérais, parce que j'espérais, mais c'est ce que j'attendais comme réponse, effectivement. Après, c'est sur un sondage sur 20 personnes, hein. Ça reste très, très raisonnable. Encore Ipsos, ouais. Mais tu peux regarder si tu veux, si ça a évolué depuis tout à l'heure. Mais en gros, ce qui est
ce que l'on a retenu, c'est que 50% des gens qui ont répondu à notre sondage n'ont joué qu'à Red Dead 2 et n'ont pas joué à Death Stranding. Et pourquoi j'avais cet instinct-là, c'est par rapport à l'accueil a priori un peu mitigé public, alors que l'accueil critique est très bon de Death Stranding, mitigé public qui viendrait, selon moi, du fait que les joueurs de PlayStation 4 ont déjà eu un jeu lent, qui était donc Red Dead 2, qui était un jeu majeur, qui était très attendu, qui a été très satisfaisant pour les gens qui l'ont acheté, qui y ont joué. Mais moi aussi, ce que j'ai entendu dans les discours des gens qui y ont joué et avec qui j'ai parlé de ce jeu-là longtemps après, c'est que ils y ont joué un temps, mais ils l'ont pas fini. Ils ont fini par se lasser, par passer à autre chose. C'était trop long, ça n'en finissait pas. Il y avait d'autres jeux qui sortaient. Et résultat, je pense qu'il y a eu un côté, comme on dit dans la pub, pour parler comme toi, c'était un peu déceptif, vous dites ça, non? Et donc il y a un côté où oui, c'était un très bon jeu, oui, on a voulu l'acheter, on a voulu y jouer, mais à un moment on a fini par se lasser, et peut-être une peur d'être dans le même schéma avec Death Stranding qui a été un peu présenté de la même manière, un peu lent, un peu balade, un peu scénario aussi, même carrément scénarisé et hollywoodien. Donc c'était ça la question que je me posais. Et effectivement, de voir que 50% des gens qui ont répondu avaient joué à Red Dead 2, mais n'avaient pas joué à Death Stranding et n'avaient pas forcément l'intention de le faire. Je ne sais pas quelle était leur démarche lorsqu'ils ont cliqué. Voilà, moi ça m'a intéressé et c'était un peu ça que j'attendais comme réponse. Malheureusement, je pense que c'est un jeu qui va souffrir commercialement d'un jeu qui est sorti il y a 1 an. Oui, tout à fait. Après il souffre de ça et des choix un peu compliqués, de la mise en scène, la communication, le truc un peu dark, et aussi d'une population qui est habituée aussi peut-être à avoir des plaisirs plus immédiats. Ouais, mais Red Dead 2 a été ultra hype sur des arguments qui sont assez proches de ceux de Death Stranding. Oui, non, c'est sûr. Le bébé, et les morts vogants et le Far West en moins. Oui. Et le fait que ce soit aussi un 2, donc c'est toujours plus facile normalement de vendre une suite de licences avec c'est Kojima. Oui, bien sûr. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Il part pas de zéro, le mec. Non, ça va. Donc voilà, donc plutôt très agréablement surpris. Il y a tout le côté multijoueur où au départ, donc comme vous avez déjà entendu, on peut collaborer entre joueurs, on peut se déposer des trucs. Il y a un paquet que je ne peux pas livrer, je le mets à disposition de la communauté, puis quelqu'un d'autre va le livrer. On peut construire des infrastructures qu'on va partager avec les joueurs. Et truc très malin. Tu l'as fait ça d'ailleurs, tu l'as testé, je voulais te poser la question. En fait, ce qui est très malin, c'est que tu arrives dans une zone qui n'est pas reliée. Et donc du coup, tant que tu n'es pas relié, tu n'as pas les autres joueurs. Donc tu vas devoir la traverser à la dure, ramper, machin. Et après, une fois que tu arrives à relier la zone, boum, tu as toutes les structures des autres joueurs qui apparaissent. Enfin, je sais pas exactement comment ils sont gérés, mais enfin, elles sont là. Et du coup, ça te facilite la continuité du jeu. Donc en fait, ça te gâche pas ton plaisir de progression, mais en même temps, si tu veux justement faire les missions FedEx, tu as quand même un truc qui permet d'aller plus vite. Il y a des zones qui vont plus vite. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu les tours Ubisoft où tu découvres le lieu. En fait, là, c'est juste que ça t'améliore le lieu, ça te le rend plus accessible. Voilà, tu vas voir exactement. Tu vas voir, par exemple, là, dans un endroit où je suis arrivé, il y a vraiment une grosse rivière en plein milieu. Quand moi, avant que je branche tout le jeu, j'allume, justement, que je connecte au réseau, il fallait que je traverse, c'était un peu chiant. Et quand j'ai connecté, il y a un joueur qui a construit un pont qui enjambe la rivière. Et du coup, qui a plusieurs dizaines de milliers de likes. Et donc, c'est un pont qui a vocation à rester, puisque si les gens likent, les trucs restent. Et si les gens likent pas, ils disparaissent. Et du coup, qui m'a facilité, en fait, la fin de ma mission, le retour. Et souvent, c'est le retour. Donc, du coup, le retour est un petit peu satisfaisant de se dire, je vais pas regalérer dans l'autre sens. Exactement, oui. Il y a une mission où il faut aller, activer en bas d'une colline. Et quand tu arrives en bas, que tu regardes en haut, tu fais, il va falloir que je remonte. Et en fait, quand tu actives, il y a des échelles, des autres joueurs qui sont là. Enfin, et du coup, il n'y a pas un téléphérique. Non, je ne crois pas qu'on puisse construire un téléphérique. Dommage. Mais donc voilà, voilà, exactement. Non, mais donc voilà, donc c'est assez. Franchement, moi, je savais pas. J'ai toujours été hypé, mais vraiment, c'est une bonne surprise et j'ai hâte de ma prochaine partie, quoi. Ouais. Donc voilà, donc. Le soir, hier soir, j'ai hésité, il était un peu tard, et puis je me suis dit non, j'y vais pas, parce que si j'y vais pour 2 heures. Ouais. Et donc c'est vrai que si on revient sur un peu notre idée notre concept de partager les trucs, c'est vrai que c'est un jeu où il va falloir se dire que c'est pas des parties rapides, enfin, parce que j'ai pas parlé des défauts qui sont les menus, où les menus ils ont été créés par un type qui les a tous designés sur son ordinateur assis sur son bureau, mais à aucun moment le mec s'est dit peut-être que le joueur lui il va être sur un canapé dans une télé même 40 pouces, 50 pouces. Ouais. Et il sera un peu trop loin pour voir les petits trucs écrits. Ouais, exactement. Ok. Et ça, du coup, rien que pour ça, se connecter, c'est forcément un peu de temps parce que quand on arrive, il faut prendre les missions, vérifier que ton matos, et puis donc planifier ton itinéraire. Enfin, il y a tout un côté de préparation qui est pas du tout chiant, mais qui est dans une interface qui est un peu minimaliste. Ouais.
au sens pas très bien pensé. Et donc voilà, et donc ça, c'est pas facile de se dire je vais jouer une demi-heure et puis j'arrête, quoi. Donc, ça engage un petit peu. Exactement. Donc voilà, donc vraiment des petits moments de tension, et puis vraiment voilà, je ne peux que conseiller à ceux qui sont prêts à s'ouvrir à une expérience vidéoludique. On sait quel est le public visé, et en tout cas celui-ci, il sera très satisfait par l'expérience de jeu, si je comprends bien. Bah cool, tu m'as donné envie d'y jouer. Tu vois. Voilà, bah, écoute, on fera une petite tractation de PS4 peut-être bientôt. Ouais, c'est pas mal ça. L'autre jeu auquel tu as joué, tu veux en parler un petit peu quand même? Alors je vais faire donner mon avis à la mesure du temps que j'y ai passé. Et donc tu as passé 5 heures sur Disco Elysium. Ouais, Disco Elysium, pareil, on en parle souvent, c'est ce computer RPG fait par une petite équipe de mordus de computer RPG avec un design un peu étonnant et puis surtout qui vient amener le jeu de plateau au monde digital dans un univers qui n'est pas post-apocalyptique, qui n'est pas Moyen-Âge, qui n'est pas Heroic Fantasy, mais qui est une sorte d'années 70 revisité dans un pays imaginaire et tout. Et un peu sale. Et un peu sale, un peu crado. Et du coup, tout le monde en dit vachement de bien. C'est un jeu qui a été cité par tout le monde. Donc je me suis dit, franchement, je peux pas ne pas y jouer. Et j'avais même frimé dans une autre émission en disant non, mais c'est en anglais, mais je gère et tout, je maîtrise. Oui, et c'est vrai. Autant vous le dire tout de suite, si vous n'avez pas envie de vous coltiner l'anglais, passez votre chemin. Parce que en effet, c'est l'anglais, c'est hyper compliqué. Ouais. Enfin, apparemment, il y a des niveaux de langage différents en plus selon qui on parle. Non, mais il y a plein de raisons que ça c'est compliqué. Moi, je pense que voilà, ça fait longtemps que je lis des trucs en anglais et tout ça, et vraiment, j'en suis. Enfin, après, il y en a plein d'autres joueurs avec qui j'en ai parlé. Au bout d'un moment, tu t'habitues et puis tu passes. Tu vois, les trucs que tu comprends pas, tu les sautes et tu te dis, je vais plutôt. Mais c'est vrai que là, il y a une vraie barrière de la langue. Si vous n'êtes pas déjà un peu à l'aise en anglais, passez votre chemin. Ouais, c'est fatigant. Par contre, ouais, exactement. Ça enlève un peu du plaisir de jeu. Par contre, si vous aimez l'anglais et que vous aimez les histoires et la construction des personnages et le jeu est déjà incroyable parce que j'ai eu l'occasion de ma première partie en fait bêtement habitué au AAA, j'ai pas sauvegardé et du coup j'ai perdu, je suis mort et du coup j'ai dû recommencer à zéro. Ah oui, d'accord, ok. Ça rigole pas du tout, quoi. Okay. Donc voilà, donc il y a des sauvegardes vachement faciles d'accès, mais juste instinctivement j'ai pas pensé en fait. Je me suis dit trop habitué à l'autosave. Ouais, je me suis dit il y a eu des points relais, donc j'ai dit tiens, je vais essayer de sauter ce mur. J'avais pourtant un mauvais pourcentage au dé. Je me suis dit, tiens, je vais tenter, et j'ai raté, je suis mort. Parce qu'en fait, c'est ça qui est vachement intéressant dans le jeu, c'est que tu as ta feuille de personnage, donc tu vas attribuer des caractéristiques. Là, c'est vraiment du jeu de rôle. C'est du jeu de rôle pur sucre. Et j'ai même lu et entendu que, par exemple, si tu prends un personnage qui n'est pas du tout physique, donc tu mets qu'un malgré point dans le physique, tu peux mourir à la première scène parce qu'il faut attraper sa cravate qui est accrochée à un ventilateur. Et donc pour se rhabiller parce qu'on commence à nu dans sa chambre et on cherche à recomposer sa mémoire. Et en fait, c'est une grosse gueule de bois le début. A priori. En tout cas, il a tout perdu. Il a même oublié qu'il était inspecteur de police. Enfin, il est quand même vraiment mal le mec. Et du coup, tu peux mourir en essayant d'attraper la cravate parce que si tu coupes pas le ventilateur avant d'attraper la cravate, tu fais un geste et si t'as vraiment pas de santé, tu peux mourir sur place, quoi. D'accord. Donc voilà, ce qui est assez intéressant, c'est justement ça, c'est que il y a vraiment des dizaines d'approches pour les mêmes situations en fonction de tes capacités, tes qualités, du personnage, de la manière dont tu as joué. Et il y a vraiment, après, l'ambiance, elle est folle. Il y a vraiment un truc où tu te fais happer. Et là, il souffre un peu de la concurrence que j'ai vidéoludique en ce moment. Et j'ai beaucoup de trucs à jouer, donc j'ai pas pu m'y jeter à fond. Mais j'ai quand même poussé. Et c'est vrai que c'est un jeu où on a envie d'y aller, on a envie d'y revenir, on a envie d'être curieux. Mais là, si on parle d'être calme dans Death Stranding, là, on est à un niveau de calme ultime, puisque c'est que du CPG, donc on clique sur des choix, on lit des histoires et on essaie de réagir en fonction de ce que... T'as pas peur d'ailleurs de quitter le jeu, d'avoir du mal à y revenir? Si, un petit peu, ouais, tout à fait, un petit peu. Après, vu le temps que j'y ai passé aujourd'hui, j'ai égratigné la surface. Donc en fait, même ce que je m'étais dit là, c'est que j'ai commencé par un personnage intermédiaire qui nous propose 3 au départ. Et j'ai vu que j'avais pris le personnage intermédiaire, et peut-être que quand je sais que j'aurai le temps de me lancer vraiment pour le bon, je prenais peut-être un des deux autres, tu vois, pour essayer de voir si les cheminements sont vraiment différents dès le départ et tout. Donc un petit peu, mais bon, pas tant que ça, non. Pas parce que j'ai pas assez avancé 5 heures. C'est un jeu qui se fait en 30-35 heures. Et les 5 heures, c'est vraiment la mise en place. Donc probablement, la prochaine fois que je vais revenir, le début, je vais le dérouler en la moitié du temps qu'il a fallu pour le faire, quoi. Ok. Bon, bah voilà pour ton avis sur Disco Elysium. Exactement, donc le conseil à tous ceux qui ont envie d'un vrai RPG à l'ancienne remise au goût du jour.
L'autre petite chronique qu'on a rajoutée là, c'est toujours des avis, mais on appelait ça le New Game Plus. Très bonne idée, Richard, bravo. New Game Plus, c'est tout simplement des jeux dont on a déjà parlé, mais on voulait juste rajouter quelque chose. En l'occurrence, moi, j'ai pas joué à des nouveaux jeux pendant ces semaines passées. J'ai joué à Zelda Link's Awakening. Alors là, on peut dire que j'ai pris mes grosses chaussettes, mes grosses pantoufles, j'ai pris mon pilou, mon doudou, je me suis emmitouflé dans mon gros plaid et j'ai joué à Link's Awakening. Quel bonheur, mais quel... oh là là, qu'est-ce que j'étais bien. J'étais confortable avec ce Link's Awakening. Donc évidemment, quand je dis ça, c'est que j'avais déjà joué aux précédentes versions de ce jeu. C'est un remaster pour ceux qui n'auraient pas suivi. C'est sur Switch pour ceux qui ne connaîtraient absolument rien en jeu vidéo. Et ce Zelda Link's Awakening est vraiment une copie très fidèle des épisodes d'avant, avec juste des nouveaux graphismes. C'est joli, le design est sympa. Moi, franchement, la tête d'ahuri de Link lorsqu'il pêche un poisson, je ne m'en lasse pas. Et voilà. Et il y a des défauts, tu en avais parlé, qui sont hyper énervants, parce qu'en plus, c'est en début et c'est en fin de jeu, en fait, les défauts pour moi. Tu arrives, première chose que tu fais, c'est que tu te réveilles dans une maison, tu sors, tu es dans le village de Cocolint, et là, ça ralentit. Parce que le village de Cocolint, c'est l'un des trucs qui est le plus ralenti du jeu, où il y a de manière la plus présente ce bug-là qui est incompréhensible. On parle d'une console qui a fait tourner Zelda Breath of the Wild et qui n'est pas capable de faire tourner un jeu en fausse 2D comme Zelda Link's Awakening. C'est vraiment, tu trouves que c'est la technique, c'est le seul défaut pour toi de ce Link's Awakening? C'est le principal défaut. L'autre défaut que je note qui est plutôt visible en fin de partie, c'est des hitbox un petit peu étrange. Je pense notamment à deux boss, et par exemple d'ailleurs le dernier, où j'ai trouvé que c'était pas très judicieux au niveau de la difficulté. Tu te retrouvais finalement à ne pas trop savoir ce qu'il fallait faire parce que c'était pas forcément logique. Je pense aussi au boss lorsqu'on récupère le grappin, parce que dans ce Zelda il y a un grappin comme souvent. Eh bien il faut utiliser le grappin sur lui, et je l'ai fait 20 fois jusqu'à aller voir sur internet, et effectivement il fallait utiliser le grappin sur lui, sauf que c'était à la bonne frame et il n'y avait aucun indicateur, enfin je veux dire, c'est quand il a la bouche ouverte, et je lui ai envoyé lorsqu'il avait la bouche ouverte dedans. Donc encore une fois, j'ai trouvé que c'était malheureusement pas assez bien fait techniquement. Je pense que c'était plus une erreur de game design qu'une erreur du joueur dans son canapé qui n'a pas été fichu de savoir comment il fallait agir face au boss, et ça m'a refait la même chose un petit peu sur le boss de fin, donc j'étais un petit peu décevant pour ça, mais sinon moi j'ai pris un plaisir de fou à jouer à ce jeu. J'étais bien, quoi. J'étais bien. Toi, qu'est-ce que tu lui reprochais d'autre? Non, moi, en effet, des fois des pics de difficulté ou d'un peu d'incompréhension, des quelques allers-retours, mais c'est tout. Après, moi, j'ai vraiment pied. Et moi, dès que quelqu'un dit Zelda, j'ai la musique dans la tête. D'accord. Je trouve que parfois, on parle dans les qualités, la réorchestrisation on se dit probablement pas comme ça, mais on a compris, ouais. Ils auraient fait la réorchestration, ouais. Voilà, exactement. Ils auraient fait toutes les zik, et là, c'est dément, quoi. Ouais. C'est dément. Donc voilà pour mon New Game Plus. Et toi, tu voulais juste faire une petite conclusion sur Luigi Mansion 3. Oui, parce que j'ai fini la campagne. J'ai pas joué au multi, mais j'ai fini au petit jeu, les jeux puzzle qui sont en bonus. Ah oui, d'accord, les party games. Les party games, et j'ai pas fait le complétionniste, j'ai pas ramassé toutes les gemmes, j'ai pas récupéré tous les trucs, mais bon, j'ai fini la campagne solo. Et du coup, le sentiment de ce que vous avez dit dans l'épisode s'est confirmé. C'est un jeu super agréable, très sympa à jouer, avec pareil, un peu comme on parlait de Zelda, un peu le même défaut, des fois des boss où on comprend pas pourquoi. Il faut faire tel truc ou tel machin, ou juste l'angle de vue ou le frame, où il y a des trucs qui sont vraiment pas logiques, qui sont pénibles. Enfin, ça va pas changer quand on évolue dans le jeu. Il y a peut-être à vue d'ensemble du jeu, maintenant que je l'ai fini, finalement il y en a pas tant que ça, mais les quelques-uns m'ont vraiment cassé la tête. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'avais un peu ce côté amer. Par contre, je trouve que la presse a été un peu trop dithyrambique pour le jeu. Je trouve qu'il n'est pas aussi bien qu'on se le dit. Mais après, ça reste un jeu super à partager, à offrir, à jouer en famille. Le mode 2 joueurs avec Luigi et Luigi en même temps. Luigi est quand même assez anecdotique. Mais bon, ça permet de partager ça avec un enfant ou un truc comme ça. Mais il n'y a pas une difficulté divisée. Enfin, c'est amusant, c'est fun, mais c'est pas non plus. C'est pas pour ça. Vous achetez pas Luigi pour jouer à deux, quoi. Enfin, c'est surtout pas le bon état d'esprit. C'est une petite chips pour ceux qui jouent en couple ou avec les enfants. Ça peut petit, parce que du coup, donc voilà. Et après, donc c'était pour revenir sur ça, pour dire que bon, ça reste un bon jeu qu'on peut conseiller, mais voilà, méfiez-vous quand même des avis que je trouve un peu trop dithyrambiques en ligne. Ce qui fait que toi, ça a accentué le côté oui, mais que tu as eu en jouant au jeu, malheureusement, quoi. Exactement, mais bon, j'ai passé un bon moment. Oui, c'est ça, parce que tu le recommandes.
Mais voilà, il vaut mieux partir en se disant il est loin d'être parfait, il y a des moments un peu chiants, et là vous allez kiffer, que dire c'est un chef-d'œuvre, et parce que ça n'est pas un chef-d'œuvre. D'accord, ok. Et bah voilà, pour cette émission, on arrive à la fin. On va maintenant juste se dire à quoi on va jouer les prochaines semaines. Est-ce que tu as prévu de jouer à quelque chose ces prochaines semaines? À part Death Stranding. Voilà. En tout cas, si vous avez bien écouté, il y a mes 2 jeux sur la liste, c'est donc Death Stranding, parce que j'espère voir la fin du jeu avant la fin de l'année. D'accord, c'est bien, c'est optimiste. Et en effet, je pense que je vais me lancer dans Pokémon. Pour avoir mon vrai avis à moi, pour puis ça vaut le coup de faire un Pokémon quand même. Oui, c'est un bon petit jeu. Voilà, c'était une sorte de Zelda de la génération suivante. Je parle du Zelda 3 de l'époque, hein, mais la génération suivante, elle a eu Pokémon. Voilà, c'est de l'aventure. Voilà, j'espère juste que mon feeling de la Paris Games Week va pas être trop présent, parce que je m'étais pas mal ennuyé pendant le combat. Moi, je suis prêt à lui laisser sa chance. Je suis curieux. Et puis voilà, peut-être que derrière, en plus, on va pouvoir mutualiser, puisque finalement, il y a certainement des gens à la maison qui seront intéressés par le faire aussi. Donc voilà, ça. Et puis j'en avais parlé dans un dernier podcast. Je regarde aussi d'un œil intéressé The Tourist, le jeu en voxel d'aventure sur une île qui a l'air assez loufoque. Voilà, que j'avais testé à la Paris Games Week. Tu avais mis d'ailleurs sur le site internet la bande-annonce du jeu, et c'est vrai que ça a l'air marrant. Ouais, ça a l'air assez rigolo. Donc voilà, à voir quand ça sortira, les premiers avis. Enfin voilà, en tout cas, à voir. Et toi, à quoi tu vas jouer? Je sais pas. Non, c'est vrai, je sais pas. C'est marrant parce que justement on en a discuté. Disco Elysium me fait vraiment de l'œil. J'ai un niveau anglais correct, mais ça me fait quand même peur. Et puis je me dis que normalement une traduction française devrait arriver. Alors peut-être que je vais devoir attendre 1 an, mais à la rigueur je peux attendre 1 an pour avoir une traduction, en espérant qu'elle soit bonne, évidemment. J'attends aussi Desperado 3 très très impatiemment. Il est prévu en 2019. C'est ça qu'il nous annonce. Donc je me dis que j'ai une petite chance pour y jouer dans les prochaines semaines. J'en sais rien. En tout cas, c'est toujours pas prévu. L'autre chose que je m'étais noté, c'est qu'un jour je finirai par jouer à Oxygen Not Included, qui était un jeu qui est fait pour moi. Donc c'est quand même dommage de ne pas l'avoir testé. C'est vraiment à moitié gestion, drama, tout ça. Enfin, c'est vraiment mon type de jeu. Mais en préparant cette émission, et ça s'est accentué pendant que nous parlions, parce que tu nous as parlé de Death Stranding, tu nous as dit tout ce que tu en pensais, ça m'a donné vachement envie de jouer à Red Dead Redemption 2. Donc je me dis que peut-être que c'est l'occasion. Il vient de sortir sur PC, parce que j'ai pas de PlayStation ou de Xbox. Et peut-être que je vais jouer à Red Dead Redemption 2. Ça pourrait être ce qu'il me faut en fait en ce moment. Histoire de... Ouais, c'est ça, un jeu où je m'engage un petit peu sur le temps long, mais aussi le temps lent. Et j'avoue que c'est peut-être ça qui me titille en ce moment. Et vous saurez réponse au prochain épisode de Gamer Weekly. Ben voilà, non, mais c'était nos plans pour les semaines à venir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On a encore fait 1h30 sur ce tome. Je ne sais pas si plus on va en faire, plus ça va durer longtemps ou pas. On va essayer d'éviter quand même. On va essayer de tenir un peu plus les chronos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Twitter, évidemment sur Facebook, même si on est un peu là, mais pas trop, mais plutôt sur Twitter. On a un site internet sur lequel on diffuse au moins les bandes annonces ou des jeux dont on parle. On essaiera de vous mettre aussi l'émission sur C8 que Lucas a évoqué tout à l'heure, si on peut. Génial. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas bien sûr à mettre des étoiles, des commentaires, ou partager avec vos amis, dire il y a une petite émission de podcast de jeux vidéo qui est assez cool, avec 2 frangins qui parlent de ça avec amour et passion. Si ça vous plaît, évidemment, partagez. Non, même si ça vous plaît pas en fait. Oui, partagez. Même si vous aimez, il y a des gens que vous aimez pas et que vous trouvez que c'est nul, partagez-leur, comme ça nous fait des oreilles en plus et on sera content. Enfin bref, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. À bientôt pour un prochain épisode et jouez bien. Des bisous. Salut. Allez, ciao.